Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue dans le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'analyse pronostic d'un combat qu'on attend, même si après analyse, on se rend compte que le match-up, il n'est pas favorable du tout pour l'un des deux protagonistes et on vous laissera découvrir lequel au fur et à mesure du temps. Mais l'UFC 302 entre Islam Makhachev et Dustin Poirier qui aura lieu au Prudential Center dans la nuit du 1er au 2 juin, donc ce week-end, pour le titre des poids légers. Titre qui est détenu par Islam Makhachev aujourd'hui et qui n'a jamais été gagné par Dustin Poirier. Et c'est sa troisième possibilité de le gagner, il l'a perdu cette possibilité contre Khabib, il l'a perdu contre Oliveira et il l'a perdu. Enfin, bon, mince. C'est le mec qui voit l'avenir. La plus révélateur. Ah ouais, non, je te jure. Enfin, voilà. Ah, bon, bah, merci. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Non, et il va le tenter contre Islam Makhachev pour un combat qui, même pourrait être son dernier, on ne sait pas. Il laisse C'est planer ce qu'il dit. Hein. donc Mais bon, voilà. ça fait plusieurs combats qu'il dit ça. Ouais, on en parlera dans les à côté. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas rassurant, tu vois. Mais bon, c'est sa dernière chance. Il le sait, on le sait. Malheureusement pour lui, à chaque fois qu'il a une chance au titre, c'est toujours contre des profils qui sont compliqués pour lui parce que voilà, il y a une réalité. On va analyser ça, on va en parler et on va commencer par le tail of the tape avec un Makhachev qui fait 1m78 pour une allonge d'1m79,1. 25 victoires, 5 KO, 11 soumissions et 9 décisions et une défaite, un KO contre un gaucher. Ça remonte à loin, mais c'était contre un gaucher comme Dustin Poirier. Et on a un Poirier qui fait 1m75, légèrement plus petit, mais avec une plus grande allonge d'1m82,9. Il est à 30 victoires, 15 KO, 8 soumissions, 7 décisions. Et il a 8 défaites. Donc 3 KO, 3 soumissions, 2 décisions et un no contest. Bon, plutôt égal sur les défaites. Quant aux soumissions, soumission, oui, effectivement, il a soumis Chandler il n'y a pas si longtemps que ça. Mais sinon, ça remontait à loin, on va en discuter, mais ça remontait à loin. C'est pas forcément sa faculté première que de soumettre ses adversaires, en tout cas au fur et à mesure de sa carrière. Plus la Non, carrière. c'est devenu vraiment un pur striker. Hein. Ouais. On commence avec la boxe? Ouais. On commence avec la boxe et honneur au champion avec Makhachev. Alors, vous allez avoir forcément de la redite, parce que forcément, le mec ne se réinvente pas à chaque combat. Donc, on a déjà analysé les deux. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui peut être mis en place ou les problématiques qu'il puisse y avoir avec le fait que ça soit des gauchers chacun. Donc c'est ça qui est intéressant dans leur profil boxe. Mais en tout cas, pour Makhachev, c'est une boxe qui est. Alors, j'avais mis boxe très simple, mais c'est vrai qu'elle est simple, mais par contre, elle est de mieux en mieux maîtrisée au fur Oh et à mesure oui. du temps. Il est C'est vrai de, qu'il rajoute des armes à chaque fois et tu sens que c'est vraiment propre. Hein. Ça devient un très bon boxeur. Ça devient un très bon boxeur. Alors, plus boxe anglaise avec un petit peu de jambes arrière, mais c'est vrai que c'est plus de la boxe anglaise. Ah, pas mal de jambes arrière quand même. Hein. Oui, non, mais par contre, il met qu'une jambe arrière. Ouais, il met qu'une jambe arrière. Mais à tous les niveaux, sous différentes formes. On l'a vu contre son dernier combat contre Volka où il mettait beaucoup de front kick. Tu sais, les types là pour le repousser. Un high kick qui part comme une balle. Son high kick, il est magnifique. Ouais, tu sens qu'il l'a masterisé au fur et à mesure du temps. Ouais. Ah ouais, il part très haut en plus. Il passe au-dessus de l'épaule, au-dessus de la garde. Ah, franchement, sa jambe arrière, elle est vraiment. Elle fait peur. Hein. Ça peut faire peur. Après, il a raison parce qu'il est gaucher, donc la plupart du temps, sa jambe arrière, elle arrive sur le côté ouvert, de Mhm. la. Donc c'est vraiment une arme à exploiter, puisque enfin, tu sais, comment dire, comme c'est le côté ouvert, c'est le côté justement où il y a plus de chances d'avoir l'impact avec la jambe, tu vois. Donc c'est intéressant. Euh, alors, je l'ai dit, il est gaucher. Il cadre bien en mettant la pression, mais une pression qui doit être aussi due à la crainte de sa lutte, tu vois, parce que les gens, ils se méfient de la lutte. Donc, forcément, quand il avance, tu sais pas trop s'il va attaquer ou pas. Surtout qu'il a certaines, en plus, saisies d'amener au sol qui sont un peu pas communes, on va dire. Tu sais, Ouais. je pense à son combat contre Drew Dober, tu sais, où il rentrait des points en avant et puis après, il descendait.
On en parlera après, mais en tout cas voilà, ça peut masquer sa boxe en fait et l'aider en fait à boxer mieux. Surtout qu'il est puissant. En plus, il est puissant dans ses frappes, hein. Ça c'est sûr. De toute façon, il est très musculeux. C'est un gros lightweight. Donc ça se ressent dans sa boxe. Il fait beaucoup de mouvements de buste. Ça aussi, ça aide à masquer sa boxe et à feinter, tu sais, des mouvements d'avant en arrière, un peu de mouvements latéraux pour masquer en fait Ouais. s'il penche ou pas en fait, Et tout simplement. il a pas un gros débit de frappe, donc il doit trouver un autre moyen de mettre la pression, donc c'est son moyen. C'est beaucoup de feintes, beaucoup de mouvements de bus, comme tu as dit. Tu sais jamais s'il va, quand il se penche vers l'avant, s'il va shooter ou pas. Tu sais pas ce qu'il va faire, donc, et comme tu as dit, ils craignent sa lutte, ses adversaires, donc ils sont forcés de reculer. Ouais, ouais, je suis d'accord. Son enchaînement qu'il aime bien, ou ses enchaînements qu'il aime bien, c'est d'envoyer sa droite puis sa gauche, ou son crochet du droit suivi de la gauche. Avec sa gauche qui touche souvent, justement grâce au décalage qu'il va mettre, en fait, tout simplement. Donc, ça va lui permettre de passer au travers de la garde. Donc ça, c'est une bonne chose. Ce qui montre son efficacité, hein. Mais pareil, ça marche bien parce que ses adversaires, la plupart du temps, sont en droitier. Mhm. Donc, forcément, le décalage lui permet d'envoyer La ce. gauche, elle est parfaitement alignée. Ouais. Exactement. On l'a dit, on va pas le répéter, mais il envoie exclusivement sa jambe arrière. Alors, plus souvent en high kick quand même, parce que tu parlais du front tout à l'heure, ça c'est une adaptation qu'il a fait contre Contre Volkanovski. Volka. La plupart du temps, c'est quand même des high kicks qu'il envoie. Oui, oui, la plupart du temps, c'est des high kicks. Maintenant, quand il rajoute quelque chose, en général, il peut le conserver, hein. Là, c'était vraiment pas mal, ces petits types-là, pour faire reculer. Ouais, je suis d'accord. Parce que justement, Volka, je pense que c'est une adaptation par rapport au fait que Volka, lui, ne reculait pas spécialement et mettait la pression. Donc, il fallait trouver un moyen de le faire reculer. Et c'était intéressant. Donc, sur un adversaire, sur un Dustin qui voudrait peut-être mettre la pression, il pourrait conserver ses front kicks. Ouais, même si Dustin, il met pas la pression de la même manière. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui vient et qui se met dans la poche et qui va envoyer dans la poche. Tu vois, c'est quelqu'un qui va shifter, donc qui va être dans l'explosivité. Donc c'est un peu plus dur de. Tu vois, la distance n'est pas la même qu'avec Volkanovski, qui en plus de ça est plus petit, bon, qui a une plus grande allonge, mais qui est plus petit, donc il doit être en distance plus rapprochée quand il engage. Là, Ah, je crois que Volka, il a plus d'allonge que les deux réunis, hein. oui, que les deux réunis. Si tu mets les deux côte à côte, Tu m'as compris. le mec se gratte la cheville sans se blesser, quoi. Il a une grande allonge, Volka. Il a une énorme allonge, effectivement. Mais non, je me demande si elle n'est pas un peu similaire à celle de. Il faudra regarder, mais un peu similaire à celle de Poirier. Ah ouais? Ouais. Parce que n'oublie pas qu'il vient de la catégorie du dessous. C'est-à-dire qu'il a une énorme allonge pour la Ouais, ouais, catégorie ouais, c'est vrai. plus grande que celle de Marachev, mais je me demande si c'est pas la même que Poirier, à peu près 1,80 m et quelques. Tu vois. Mais par contre, ouais, c'est pas la même manière de faire. Oui, mais même si tu as plus d'allonge, tu sais, comme il est plus petit, il doit quand même casser cette distance, tu vois. Mhm. Poirier, lui, en général, il explose sur son shift. Donc le front kick, oui. Maintenant, est-ce que la distance imposée par Poirier, tu vois, est-ce que c'est la meilleure arme? Je ne sais pas, tu vois. Parce qu'il Ouais. faudrait le prendre dans son avancée. Et le prendre dans son avancée sur un front kick, c'est jamais bon. Non, c'est Tu vois. jamais bon. Si ça glisse, etc. Donc, c'est compliqué. Par contre, un truc qu'il pourrait faire, vu que là, ils sont en garde fermée, c'est les low kicks. Alors, c'est les low kicks, effectivement. Alors, on sait, et on le dira tout à l'heure, que Poirier, lui, il les envoie, surtout face à des gauchers. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu de Makhachev qui exploitait vraiment beaucoup cette arme. Non, non, il en envoie quelques-uns. Mais voilà, c'est pas fait dans le but de faire vraiment du dégât. Tu vois, il cherche pas la destruction. C'est dans un enchaînement. Des fois, il va mettre un low kick comme ça. Mais, euh, mais là, il pourrait le faire. Il Pour pourrait moi, le faire. l'adaptation qu'il a fait déjà depuis un moment quand il est face à un gaucher, on en parlera tout à l'heure, mais c'est plus en lutte, tu vois. C'est plus en lutte. C'est plus dans la gestion de son combat, en fait, tout simplement. Ouais. Tu le vois vraiment contre Drew Dober. Enfin, tu vois, c'est intéressant. C'est intéressant d'ailleurs d'analyser ça. Enfin, moi, j'ai voulu regarder aussi face au gaucher, tu sais, comment il se comportait au fur et à mesure du temps. Et c'est plus, ouais, c'est plus en lutte que ça se joue. Tu vois. Qu'on lui met la pression, il recule, mais ce qu'il fait, c'est qu'il coupe l'angle et envoie son crochet du bras avant et Ouais. redémarre son enchaînement. Ça, il le fait bien. Il Il a sait un très. très bon check hook. Ouais, exactement. Mais qu'il arrive à bien faire en sortant de l'axe. Alors maintenant, encore une fois, ça marche mieux quand tu es face à un droitier, tu Mhm. vois.
C'est vrai que quand il est face à un gaucher, son check hook tombe beaucoup dans la garde. Il a du mal à trouver sa distance. En fait, il a pas affronté assez de gauchers de haut niveau pour avoir pu et su peut-être adapter un peu mieux sa boxe, tu sais, à un gaucher. En plus, quand tu mets ton check-hook sur un droitier, tu sors du côté fermé pour lui, tu vois. Tu t'emballes pas sur son bras arrière. Alors que quand tu le mets sur le gaucher, s'il envoie un overhand à ce moment-là, tu sors sur l'overhand. Donc c'est plus compliqué. Après, il a une autre carte, c'est que si on lui met trop la pression, il prend le clinch. Tu sais, il rentre à la collision, il prend le clinch. Exactement, c'est pour ça. C'est pour ça que je te dis que les adaptations, elles se font plus en lutte qu'en boxe. Parce qu'en boxe, tu sens que c'est pas son truc, hein. Face à un gaucher, c'est vraiment pas son truc. Il a vraiment du mal à trouver ses marques. Là où pour Poirier, c'est pas du tout le cas. Lui, il sait boxer un gaucher, il n'y a pas de souci. Tu vois, parce qu'il l'a fait de nombreuses fois et contre des boxeurs d'élite. On pense à McGregor déjà, qu'il a affronté 3 fois. Rien que lui, déjà, tu sais que tes adaptations, elles sont bonnes. Enfin, parce que ça a Ouais. pris contre McGregor. Ouais. Mais alors, pour revenir sur son clinch, là où pour moi on en avait parlé sur le combat contre Benoît Saint-Denis pour Dustin Poirier, c'est un de ses gros points faibles. Il a un clinch de malade, même sans parler de la lutte, hein. Juste le clinch, tu sens que c'est puissant. S'il te prend la nuque, ça bouge plus. Et des très bons genoux, C'est ça. enfin, c'est compliqué. Pour Poirier, ça risque d'être compliqué. Ouais, on l'a vu contre Davy Ramos, où justement il a beaucoup usé et abusé de ce clinch. Donc ouais, non, ça marche bien, hein. C'est vrai que ça marche bien. Après, ça colle avec sa façon de lutter, puisque c'est pas forcément un lutteur qui shoot de loin. Et donc, c'est plus un lutteur qui va utiliser un espèce de. Bah, ça va avec son côté samboïste, hein, mais judo nogi. Donc, a appris en fait à vraiment transposer ses saisies du kimono à une saisie de nogi, justement, avec un single collar tie qui est très fort. Donc, le clinch, il est tout indiqué, tu vois. Il a Ouais. appris à développer de la puissance dans ce tirage de tête. Donc il l'utilise. Bon, après, ça marque. On sait que ça joue beaucoup, que c'est une des faiblesses de Poirier. Maintenant, ça l'use, mais bon, c'est pas non plus plus significatif que ça. Dans le sens où, tu vois, même celui qui est bien meilleur que lui encore dans le domaine, qui est Oliveira, tu vois, qui est sûrement plus tranchant avec ses genoux au clinch. Bon, ça lui a fait mal, mais ça ne l'a pas coupé, tu vois. Ah, ça l'a pas coupé, mais rappelle-toi que c'est quand même ça qui lui baisse sa jauge d'énergie, hein. Alors, il y a ça, il y a aussi le fait qu'il est resté en isométrique à Ouais, tenir. bien sûr. Il y a Mais aussi, les genoux, ils ont participé quand même. Et puis en plus, au-delà de ça, Oliveira, c'était juste un travail de genoux. Là où Makachev, ça sera, je te mets trois quatre genoux, une fois que je t'ai touché, je te jette en l'air. Ça sera ouais, mixé à de la lutte. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, euh, donc, voilà. On a dit que face à un gaucher, il n'adaptait pas sa boxe. Ça le rend moins bon. Et c'est ce que je disais, en fait, voilà, bah, pour faire juste la transition, mais c'est qu'il n'en est pas une pour l'instant. Mais en tout cas, ce qu'il fait, c'est qu'il attaque beaucoup plus le single leg, en fait, tout simplement. Comme il ne transpose pas sa boxe et comme il est pas super bon en boxe en gaucher, il va profiter que la jambe avant de l'adversaire soit beaucoup plus proche. Tu vois, le fait qu'il, justement, pour une fois, il profite qu'il y ait une garde emboîtée pour justement prendre le single leg beaucoup plus facilement. C'est vrai qu'il l'attrape, tu vois, contre Drew Dober, c'était flagrant. Il venait, il se grandissait. Alors, par contre, c'était magnifique, hein. Il se grandissait vers le haut pour redescendre sur la jambe, tu vois, il la saisir à chaque fois et ensuite amener au sol systématiquement. Tu sens que il lutte beaucoup plus quand il est face à un gaucher, beaucoup plus tôt dans le combat. Il veut vraiment que le combat se dirige vers le sol beaucoup plus rapidement avec une domination au sol. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur Monsieur Marat? Non, 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 on a tout dit. On peut Ok. passer à Poirier. Poirier, autre gaucher, au gaucher de renom. Donc lui, c'est pas. Alors, attention à ce que je vais dire. C'est pas un puncher, mais il met du volume et surtout, il a un excellent timing. C'est-à-dire qu'il a un contre qui est très bon, tu vois, et qui lui va te sonner, tu vois. Et C'est après, il te finit. C'est un finisseur, mais c'est pas un puncher. c'est ça. C'est-à-dire qu'il peut t'envoyer sur 5 rounds sans que tu tombes. Tu vois, il peut te sonner, mais tu vois, c'est pas le genre de mec qui va t'en envoyer une et qui va t'endormir. Tu vois, on le voit avec Benoît Saint-Denis, il est KO, certes, mais bon, il tombe sur le contre du gauche.
Mais par contre, c'est vrai que il n'est pas KO net, tu vois. Donc, il fait partie de ces boxeurs qui vont t'envoyer beaucoup de volume comme un Adesanya, par exemple, hein. Et puis, tu vas Mm. avoir le parfait timing qui fait que tu vas enclencher la phase finale de ton combat. C'est vraiment ça. Et souvent, c'est avec sa gauche, d'ailleurs. Il shift de garde pour casser la distance. D'accord. Et renforcer en fait sa puissance de ses coups. C'est parce qu'en fait, c'est comme il boxait toujours avec son poing arrière. Donc voilà, d'ailleurs, il lance souvent l'overhand en avançant. On sent que c'est vraiment cette recherche quand il décide d'avancer. Il décide d'avancer pour faire mal. Tu vois, pour vraiment, en fait, il a une boxe dure, une boxe vicieuse avec beaucoup de rythme. Il peut tenir les 5 rounds. En plus, il est très endurant sur sa boxe. Mais tu sens que chaque coup est fait pour créer du dégât. En fait, il veut créer du dégât à l'adversaire. Ouais. Ouais, non, mais comme on l'a dit, hein, il surengage sur chaque coup quasiment. Ouais. Au risque de s'exposer d'ailleurs, d'exposer ses hanches et autres. Ouais, Mais alors, sur sa boxe, il veut faire mal. ouais, en lutte, parce que même s'il s'expose en boxe, de toute façon, il prend des coups, mais c'est toujours bien géré. Enfin, tu vois, moi, je Ah l'ai non, jamais. en boxe, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je parle de la lutte, parce qu'en boxe, ben, c'est son jeu en fait. Donc il est habitué, il sait ce qui arrive en cas de contre et il sait quoi faire. Mais il sait comment, en fait, tu sais, on en parle souvent, il est prêt à accueillir un coup, tu vois. Il sait quoi présenter. Il présente son front, il est bien armé, tu vois, il est bien. Je pense qu'il a des cervicales en béton armé, par contre. Bon, on l'a vu, hein, de toute façon, avec Oliveira, quand il lui prend justement le single, enfin, le clinch taille et qu'il le soulève juste à la force de son dos et de ses cervicales. Pour le coup, on sait qu'il est très puissant là-dessus, et c'est cette force-là qui fait qu'il tombe pas KO, en fait, tout simplement. Hmm. En tout cas, pas KO. Vous allez me dire, oui, Geji, il a mis KO sur un high kick. Bon, Oui, c'est un un high high kick. kick, Un high kick bien fait, ami, tu tombes. tout le monde tombe. Voilà. Mais force est de constater quand même que Poirier a une résistance au KO qui est quand même extraordinaire. Surtout avec de l'anglaise. Alors après, c'est vrai que Makhachev peut placer son high kick et puis lui faire dodo. Ah, là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y Ouais. a pas de... Après, en garde fermée, c'est plus compliqué, hein. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il n'a pas peur de prendre des coups, ce qui lui permet d'envoyer son bras avant en crochet en contre aussi, tu sais, parce que tu le vois, hein, peu importe s'il prend le direct, il va envoyer le crochet. Tu vois. Et souvent, c'est lui qui fait plus Ouais, vaciller qui touche. que lui ne va vaciller, justement. On l'a vu contre Oliveira, hein. Alors, Oliveira, on sait que c'est un amateur de la samba, d'accord? Dès que tu le touches un peu, il a tendance à danser un petit peu, mais dans le premier round, il y a 2 fois où quand même il l'électrise sur ses contres du gauche et sur son crochet aussi. Ouais. Ouais, après, ça va avec le jeu d'Oliver, hein. Lui aussi, il aime prendre des coups là où un Makhachev n'aime pas ça, justement. Il prend très très peu de frappes islam. Ouais. Depuis son KO, ça a été la meilleure des choses qui lui soit arrivée, son KO. Parce qu'il a pris conscience du fait qu'il pouvait tomber et il est beaucoup plus prudent sur sa boxe, en fait. Alors oui, oui et non. Enfin, oui, il est plus prudent, mais comme il boxe de mieux en mieux, il passe plus de temps à boxer aussi. Ouais, mais il prend pas de frappe. Mais il prend pas de frappe. Il prend pas de frappe. Alors après, pour le coup, j'ai revu, parce que tu sais, on parle souvent de ce KO-là contre Martin. Là, j'ai revu le combat. Ouais, tu sentais qu'il était loin d'être abouti encore. En boxe, c'était Ah, c'était ça c'est sûr, je suis d'accord. fébrile. C'était très fébrile. Et puis il a pris ce contre justement du gauche Mais même qui a physiquement, hein. fait Parce knockdown. que j'ai revu aussi, tu vois que physiquement, c'est un gamin. Ouais, c'est pas le même homme. Tu vois, il a même pas de poil au menton pour un Dagestanais. Ouais, il était tout jeune. Donc, je tiens pas compte forcément de ce combat-là. Non, moi non plus. C'est pas C'est là. surtout du fait qu'on dise, ouais, le premier KO qu'il a pris, enfin, le seul KO qu'il a pris, c'est contre un gaucher et tout. Ouais, mais en vrai, ça veut rien dire. C'est comme dire, ouais, il a pris un high kick, Poirier, il a pris un high kick par Gadji, donc il va prendre un high kick par Makhachev. C'est son point faible, le high kick. Mais non, c'est arrivé une fois. Tu vois, c'est pas une règle qu'on peut prendre comme exemple. S'il aurait perdu contre trois gauchers d'affilée, d'accord, là, c'est son point faible. Prendre un KO contre un gaucher, ça veut rien dire. Oh non, je suis d'accord avec toi. Non, mais de toute façon, les maths, on le dit souvent, hein, les maths n'existent pas dans le MMA, hein, ou même dans la boxe, tu vois. Tu, comment dire, déjà, c'est pas parce que un tel a battu un tel que toi, enfin parce que t'as battu le A, tu vas battre le B. Tu vois, si le A Hmm. bat le B,
Tu vois, tu as battu le A, donc tu vas battre le B. Non, ça n'existe pas. Et c'est pas parce que effectivement tu as pris un high kick que derrière, tu les prendras tous. Enfin, comparaison n'est pas raison. Tu vois, j'aime bien cette expression, mais c'est vrai. Ouais. Euh, Surtout que quand tu prends un high kick derrière, bah, tu fais des ajustements, hein. Tu regardes et puis tu te défends mieux. Tu travailles pour plus le prendre non plus. Tu vois. Par contre, si tu as un mec qui, à chaque combat ou un combat sur deux, tombe sur un high kick, oui, là, tu te dis, ouais, il Ah y a... là, il y a un point faible high kick. Mais un seul, c'est un fait de match. Il s'est fait prendre sur un Geiji, en plus, qui est ultra puissant avec ses jambes. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis ouais, non, je sais pas. C'était le jour de Geiji, ce jour-là, C'est ça, tout simplement. On sait que ces deux-là, s'ils s'affrontent tous les jours, c'est peut-être une fois sur deux, l'un gagne, l'autre gagne, hein. Donc, clairement. par contre, la grosse arme que peut mettre en avant, justement, Poirier pour ce combat, c'est son low kick. Parce que ça, particulièrement son calf kick, qu'il met très bien, et surtout quand il est face à un gaucher. On l'a vu contre McGregor. On l'a vu contre qui d'autre encore? Quel gaucher? Bah, contre Benoît Saint-Denis, tout simplement. Oui, il a affronté Benoît Saint-Denis. Où il envoyait, bah, dès le début du combat, hein, il lui envoie un calf Oui, kick il envoie un qui te fait vaciller. de Benoît Saint-Denis. Donc, tu sens que c'est une arme qu'il maîtrise bien. Il a le bon timing, il est puissant. Faut pas en prendre plein. Et ça montre encore, tu sais, ce que je te disais sur la gestion de la distance de Poirier, tu vois, qui n'est pas trop. Attends, pardon. Je regarde parce je sais pas si tu as vu, mais on a reçu un message. Pour Non, la j'ai pas vu. J'ai un combat temps de chez moi là, qui combat en équipe de France de grappling aujourd'hui. Donc il était en train de combattre pile au moment où on enregistre. Donc je regarderai le combat après. Je sais pas s'il a gagné ou pas, Ouais, il a mais perdu. il a perdu. Bon, après, voilà, il a perdu, mais sa grosse victoire, c'est que c'est sa deuxième saison. Il a commencé l'année dernière, il n'avait jamais fait de jiu-jitsu brésilien. Il vient première année équipe de France junior, deuxième année équipe de France senior. Donc c'est déjà une grosse performance. Maintenant, malheureusement, voilà, là c'est sur du haut niveau. Il y va, ça fait de l'expérience, mais bon, on regardera le combat après. Parenthèse fermée. Donc je te disais, ouais, sur la gestion de la distance. La gestion de la distance, c'est pas la même. Tu vois, il a une tendance, tu vois, à rester quand même à distance de kick et puis après exploser en shiftant, tu vois, pour boxer. Donc justement, tu vois, il n'est pas à avancer tout le temps et ce qui serait plus un risque pour la boxe. En fait, ça force, on va dire que ça va forcer Islam à shooter, tu vois. Parce qu'il ne le laissera pas le coller comme ça. Je ne le vois pas non plus aller chercher le clinch facilement, tu vois. Et qui, Islam? Ouais, Non, s'il prend le clinch, c'est sur le shift. C'est rentrer à la collision sur le shift. ouais. Quand Poirier casse la distance. Maintenant, Poirier, moi, je le vois reculer, hein. Ah oui, il recule, bien Je sûr. le vois céder beaucoup de place, se mettre en galère tout seul, hein. Se mettre tu sais, derrière la petite ligne tu sais, le petit octogone qu'il y a dans la cage, là. Il va se mettre tout seul dans cette zone, et là, ça va être très compliqué pour lui. Parce que je pense qu'il va craindre la lutte. Alors, je suis pas sûr qu'il va craindre la lutte parce qu'il l'a pas craint contre Khabib, tu vois. Il la craint pas plus que ça en vrai. C'est juste qu'il fait des mauvais choix une fois qu'il y est. Mais par contre, il a conscience qu'il est plus à l'aise pour défendre quand il est dos à la cage. En fait, c'est tout le côté Et en américain. fait, c'est une erreur. Bah oui et non, parce que je suis sûr que si tu l'emmènes centre cage, il gérera beaucoup moins que s'il est dos à la cage. Bon, on en parlera après. Là, c'est la Ouais. partie. C'est la partie lutte. On en parlera après. Mais il y a un débat. Tiens, on garde le débat parce qu'il y a un débat. Euh, on n'oublie pas sa garde aussi, un petit peu à l'ancienne, la garde Philly, où il a un bras justement près de la tête et l'autre bras en perpendiculaire pour protéger le corps, où il vient bien jouer avec son coude. Ouais. Bah, là, pour le coup, je pense qu'elle n'aura pas forcément d'impact sur ce combat, cette garde. Tu vois, sur certains combattants, c'est quelque chose qui va être très gênant. Les mecs qui ont un haut débit, par exemple, sur Max Holloway, c'était parfait. C'est le meilleur exemple. C'est là où elle marche le mieux, en fait. C'est contre Max Holloway. Contre un Makachev qui envoie peu de frappes, et qui les sectionne bien et qui va shooter derrière, c'est pas forcément la meilleure des options. Ouais. Oui, 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 bien sûr. Après, est-ce que Makhachev, il boxe beaucoup au corps? Putain, j'ai pas regardé ça. Non. Non. Parce que on sait que le point poreux en fait de sa garde, c'est le corps. Et c'est vrai qu'il boxe pas beaucoup au corps. À la tête, il est souvent bien protégé quand même.
Il y a des choses à rajouter aussi. Quand il shift, quand il ne shift pas, pardon, il utilise son jab, il peut doubler, voire tripler son. Triplé même. Ouais, il est très fort là-dessus. Sinon, il fait son enchaînement jab crochet du bras avant pour te faire pencher et envoyer sa gauche ou son high kick, tu sais, directement, parce que en fait, tu vas aller en collision avec le bras arrière. Contre un gaucher, il aime bien envoyer donc les low kicks, je l'ai dit tout à l'heure, des low kicks à l'intérieur cuisse aussi, tu vois. C'est avec sa jambe avant. C'est-à-dire que ça, c'est très intelligent et surtout quand tu es face à un lutteur, parce que forcément, bah, le low kick extérieur, tu vois, tu peux te le faire saisir et puis Ouais. derrière, on va aller t'amener au sol. Le low kick intérieur, il est intelligent, tu vois. C'est ce qu'il a mis en place contre BSD, par exemple. Tu vois, aussi le low kick intérieur cuisse, le low kick intérieur, tu ouvres la garde de ton adversaire et tu lui casses sa structure. Donc il a du mal après à venir te chercher en lutte. C'est un bon moyen de faire de l'anti-lutte. Tu as le genou, tu as l'uppercut et tu as le low kick intérieur cuisse. Ouais, je suis d'accord. Alors, il fait bien moins de dégâts que celui de la jambe arrière, mais comme tu as dit, il te permet de défendre la lutte au début, tu vois, au commencement de l'action. Dès que tu sens que ça va partir, tu balances ton low kick intérieur cuisse, ça casse sa structure, ça te permet de sortir. Ouais, exactement. Ce qu'il aime, c'est être dans l'échange. Alors, par contre, là, c'est vrai que contre des lutteurs, c'est un peu plus chiant, tu vois. C'est mieux contre des boxeurs. Mais il a un excellent coup d'œil. Donc, en fait, il sait trouver des ouvertures avec son anglaise. Et en fait, c'est dans la boxe de son adversaire qu'il arrive à trouver en général le chemin pour toucher durement et mettre knockdown, en fait, entre guillemets. En tout cas, faire vaciller et puis commencer le début de la fin. Ouais, non, c'est sûr que dans l'échange, il est clairement au-dessus. Maintenant, Makachev, il rentre plus dans l'échange. Non, non. Euh, Et la chose que j'ai notée, par contre, et c'est vraiment, j'en ai pris conscience quand j'ai revu le combat contre Khabib, c'est que peu importe qui est un lutteur ou pas en face, il va mettre la pression. C'est même limite, tu vois, je pense que c'est même la meilleure des choses à faire quand tu as un lutteur face à toi, c'est de mettre la pression en shiftant, en boxe et en avançant et en essayant de frapper dur. Parce que plus tu vas boxer sur le reculoir et plus tu vas être à une distance où ton adversaire il va pouvoir te shooter. Plus tu vas lui mettre la pression, intelligent, hein. Je veux dire, tu jettes pas sur lui où tu vas prendre des gros doubles à chaque fois que tu avances. Mais plus tu vas arriver à exploser de la bonne manière, à cogner dur et ouais, faire ce qu'a fait aussi, tu sais, Volkanovski en vrai dans le premier combat, hein. Tu sais, il rentrait quand il fallait, il rentrait, il mettait la Oui, pression. mais ça a très bien fonctionné. Ça Ça a a très très bien. bien fonctionné. Maintenant, Et Poirier, il a eu quand même de la réussite. sur C'est rare Khabib, sur Khabib avec cette pression en boxe. en fait, il met de la pression sur ses attaques, parce qu'on l'a dit, il travaille en shiftant, donc il est forcé d'avancer. Le problème, c'est que cette pression, il la conserve pas. C'est-à-dire qu'il fait son attaque et après, il va se refaire coller à la cage, il va reculer de lui-même. Et sur ce profil-là, c'est compliqué. Parce que, en fait, dès que tu vas être proche de la cage, il va shooter. Oui. Oui. Il faudrait conserver cette pression, il faudrait marcher sur lui tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah, peut-être que c'est ce qu'il va mettre en place, hein. Peut-être qu'il l'a compris et qu'il va le mettre en place. Maintenant, quand tu marches sur ton adversaire, c'est veut dire que tu es dos à la cage. Et en fait, le problème, c'est que tout le paradoxe, c'est le paradoxe de la chose. C'est il est très fort dos à la cage. Et pour boxer, parce que justement, quand tu boxes à la Mhm. cage, lui, et qu'il est dos à la cage, c'est là où lui, il est très fort. Parce que justement, il t'emmène, il t'aspire en fait dans son jeu et il te boxe, il te met knockdown. Et c'est aussi comme je le disais, à la cage qui défend le mieux en lutte. Donc, C'est le système American Top Team. exactement. Toute leur défense, elle est basée sur ça et ça fonctionne, ça fonctionnait, on va dire. Il y a eu leur grande époque, mais là, on le voit avec le style dagestanais et les adaptations des lutteurs de maintenant. Maintenant, ils savent vraiment bien lutter à la cage, les mecs. Ouais, mais moi, je pense que ça fonctionne encore. On va en débattre là, parce que je vois, tu tiens le même discours un peu que Julien dans le podcast Mandal. Mais justement, je, je trouve qu'il le prouve. Alors, il va chuter, mais il défend quand même mieux. On va voir ça. On va voir ça. Tu vois, il a un bon système de défense, plus que d'autres d'ailleurs. On va voir. On va voir. Ouais. Pour ce combat, Poirier en boxe. Moi, je mets Poirier en boxe. Si c'est en boxe pure, je mets Poirier.
Je sais pas. C'est serré, hein. Parce que je pense que justement, avec. En combat de boxe, les deux s'affrontent, Ah non, en combat de boxe, oui. En combat de boxe, c'est Poirier. Ouais, parce que tu sais très bien, quand on fait ça, on met domaine par domaine. Là, on parle Non, pas du MMA. en combat de boxe, c'est Poirier. Bah oui, en Ah oui. boxe, c'est Poirier. Si les deux décident de se régler debout en boxe, c'est Poirier qui a l'avantage. Ouais. Maintenant, dans ce combat, c'est différent. Et dans ce combat, ça reste du MMA. Il va mixer. Donc oui, c'est différent, effectivement. À partir du moment où tu as un élément supplémentaire, ça change la donne. Tu vois, c'est toute la problématique de ce sport de merde. C'est justement pour ça qu'on a du mal à faire des pronostics. C'est parce que tu rajoutes un petit élément et ça change tout. Allez, on passe à la lutte. Lutte. Donc, Marachev, donc lutte de samboïste. Il a à la fois des single legs et des double legs, mais il a aussi des balayages, il a des crochetages. C'est d'ailleurs ce qu'il fait le mieux. Il vient en contact et il met son over-under, tu vois, vraiment ce système-là. Puis, ce qu'il peut faire, c'est souvent aussi saisir le poignet de l'adversaire par en dessous, et puis après, il va pivoter un petit Tu vois, peu. rien que ce truc de l'over-under, c'est top parce que le système défensif classique, c'est de mettre les bras sous les aisselles. Tu vois, c'est ce qu'on t'apprend. Quand tu es en lutte, c'est de rentrer ton bras sous l'aisselle de l'adversaire. Sauf que lui, quand tu rentres ton bras sous son aisselle, tu te mets dans la merde. Oui, je suis d'accord. Parce qu'il vient justement saisir le Il vient poignet. l'enrouler, boum, et en fait, il met son jeu en place. Là où toi, tu penses que tu es bien sur ta défense, c'est là où tu rentres dans son jeu. Exactement. Puis en plus, il va te balayer. En fait, c'est ça qui est fort avec ce système-là, c'est que comme il te fauche de côté, il arrive souvent en latéral. Enfin, en tout Ouais. cas, il est dans une position Et sans où utiliser d'énergie en plus. exactement. Maintenant, c'est vrai qu'on en discutera, mais c'est où on peut en discuter maintenant. C'est vrai que si tu le laisses pas prendre ce clinch, tu vois, il est moins bon et il s'expose un peu plus à des contres entre guillemets, tu vois. Quand il attaque en single leg ou en double leg, il s'expose un peu plus. Il a moins de réussite. Alors, il va t'amener, mais après, derrière, il va arriver dans des positions, enfin, dans la demi-garde et tout ça. Mais il y a souvent eu des moments aussi où il a pris la guillotine. Alors, la guillotine qui est très bien gérée à chaque fois, mais je pense à son combat contre Wade, contre le mec qui s'appelle Lens, aussi un truc dans le genre. Je sais plus, j'ai plus son nom exact en tête, mais où justement, où il a attaqué plus, justement, en double leg, single leg et tout ça, où il prenait des contres en guillotine. Alors, toujours très bien géré, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas eu de gros risques. Enfin, pas de gros risques. Contre Wade, il a grimacé quand même. Il a quand même bien grimacé sur une ou deux guillotines. Donc il les prend quand même. Bon, il a lutté pour sortir. En fait, limite, il a lutté comme un Khabib contre Poirier quand ils se sont affrontés la guillotine qui était bien, bien serrée, là, qui a dit Hmm. qu'il aurait pu taper, tu vois. C'est un peu la même tête, la même grimace, tu vois. Donc, il est plus fort quand il est en clinch. Maintenant, est-ce que Poirier va accepter en tout cas, va le laisser facilement prendre le clinch? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça dépend de quel box il va mettre en place, quoi. Ouais. Ah, il a progressé quand même comparé au combat où tu parles, hein. Là, je voyais ses entrées. Je me suis refait le combat contre Saroukian pour vraiment voir, parce que c'est sur ce combat où tu vois tous les tendus de sa lutte. Franchement, même quand il shoot de loin, hein. Même Je l'ai- quand il shoot de loin, il t'amène pas, mais il va se relever, il va te plaquer à la cage. Il est ultra puissant. En fait, j'ai pas revu ce combat parce que, en fait, finalement, tu retrouveras pas les mêmes choses dans le combat contre Poirier. Enfin, tu sais, on parle de, effectivement, tu vois tout l'étendue de sa lutte, mais parce que Tsaroukian aussi lui met un jeu en place qui lui permet, tu vois, qui est très ouvert et qui lui permet de donner toute l'étendue de sa lutte aussi. Parce Ouais, que, bien sûr, mais quand tu vois la ah oui, variété technique à partir du moment où il est au contact, que ce soit contre Saroukian ou contre Poirier, il aura la même variété technique. oui, bien sûr. Donc, il est capable de tout faire. Sur de la lutte, franchement, Ouais, mais il sait tout faire en lutte. je suis d'accord, mais tu vois, contre un Volkanovski, par exemple, qui lui n'est pas rentré dans le jeu ouvert de la lutte et qui a décidé de défendre point par point sur des éléments qui font. En fait, il a voulu tuer dans l'œuf les forces de Makhachev. Bah, tu te rends compte que sa variété technique, il en a, mais qu'elle n'a pas été si utile que ça. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, on en avait parlé. Volkanovski, c'est un profil quand même bien particulier et qui n'a rien à voir avec Poirier. Déjà physiquement, déjà le fait qu'il soit
très petit, qu'il ait des jambes, c'est des poteaux. C'est pas le même profil. Et je pense qu'en termes de puissance pure au clinch, je pense que Volkanovski est plus puissant que Poirier, même si c'est la KT dans dessous. Oui. Alors oui, peut-être. Je suis pas sûr. En Enfin, tout tu cas, sais, plus chiant à lutter, plus chiant à bouger. Poirier développe énormément de force quand il est à la cage pour se relever et tout ça. J'en ai pris conscience avec Khabib. Tu vois, c'est un Pour se des rares relever. qui a réussi à se relever et qui a réussi quand même à ne pas chuter en première intention. Normalement, Khabib, quand il plonge dans tes jambes, tu tombes direct, tu vois. Et derrière, il gravite, il te prend les jambes dans son Ah, il y triangle en a sur les. quand même pas mal qui ont défendu. Hein. Il y en a qui ont Même, défendu. même Gedji, il a défendu. Il y en a pas mal qui défendaient. Hein. Edgy, normalement, c'est sa force, la défense de lutte, tu vois. Donc, il est dans son jardin, normalement. Mais Poirier, force est de constater quand même qu'à chaque fois, elle arrive à développer de la force pour se relever, se servir de la cage, aussi bien plaquer l'adversaire contre la cage pour l'empêcher d'évoluer. Et tu le vois aussi contre Oliveira. Premier contact dans le combat où il se fait plaquer contre la cage. Tu vois un Poirier qui ne chute pas. Oliveira qui essaie de l'absorber. Poirier qui réagit très bien et qui revient en position debout favorable. Enfin, tu vois, il y a quand même. Tu sais, je pense qu'on. Le fait qu'il ait perdu par étranglement contre justement Oliveira, qu'il ait perdu contre étranglement contre Khabib, tu vois, ça veut dire qu'il a été au sol. Et encore, Oliveira, il lui prend une guillotine debout. Hein. C'est pas au sol. Mhm. Le fait que contre BSD, il les fait chuter beaucoup. Moi, BSD, je vous le dis, je pense que sa stratégie, elle était simple. C'était OK, tu vas me lutter, tu vas me mettre beaucoup de rythme. Je vais t'attaquer à chaque fois une guillotine. Je vais essayer de t'user. Je sais que tu vas essayer de me prendre le dos. J'en ai conscience et je défends parfaitement le dos. Et il sait qu'il défend parfaitement le dos. Je vais t'user et à un moment, tu vas tétaniser et c'est là où je vais te la mettre à l'envers. Tu vois. Et je pense qu'on se repose trop et c'est toute la problématique des analystes et c'est la problématique de Benoît Saint-Denis qui entend ça, qui se dit ouais, mais c'est vrai, c'était le staphylocoque. Ouais, mais non. Mais non. On l'a vu à la DXC4. Le mec se crame. Le mec met du rythme. Il se dit c'est ça ma réussite, c'est que je dois mettre du rythme. Ça a fait ma superbe. Sauf qu'à un moment, ça a ses limites et que quand tu es cramé, t'es poreux ailleurs, tu vois. Et là, il a été poreux sur la boxe. Et je pense que ce qu'il fait, c'est ce qu'il a fait, même si son coach lui a dit arrête de mettre des guillotines. Je pense que pour ce combat-là, c'était très intelligent. Ah, je sais pas si c'était une stratégie de sa part. Une chose est sûre, c'est que quasiment toutes les amener, en fait, c'est de lui-même. C'est parce qu'il les défend pas. Donc on peut pas en tenir compte. C'est lui qui prend la guillotine. C'est lui qui prend la guillotine, mais il sait défendre Donc quand il doit. c'est comme ça qu'il soit il jump la garde même, soit il se fait amener parce qu'il ne défend pas. C'est Mais sûr que s'il avait voulu défendre, je pense qu'il y aurait eu beaucoup moins de takedown. il sait défendre. Sauf qu'il n'a Ah, pas voulu. ah, bien sûr qu'il sait défendre. Ah, mais non, mais ça, c'est sûr qu'il sait défendre. Ça va pas être facile de l'amener au sol. C'est jamais facile de l'amener au sol. C'est ça. En tout cas, Makhachev, lui, effectivement, quand il attaque tu l'as dit tout à l'heure, mais quand il attaque les doubles ou les singles, c'est surtout pour venir au contact et ensuite derrière essayer de passer dans le dos. Il essaye de transitionner vers le dos, d'amener vers l'avant, Mhm. comme tous les Dagestanais, parce que derrière, bah, s'ils s'installent en quarter monte et puis derrière, ils prennent la menotte dagestanaise et puis après, ils peuvent prendre le dos. Enfin, tout leur jeu, il est basé là-dessus. Hein, c'est perfectionné, c'est à la lettre. Hein, c'est vraiment tous le même jeu, sauf que force est de constater qu'il est très efficace et qu'il a fait ses preuves. Euh, je le disais tout à l'heure, ça lui arrive de donner la guillotine. Donc voilà. Bien géré. Alors, c'est la même défense que Khabib, hein. C'est-à-dire pousser les jambes vers le bas, lui remonter ses hanches et essayer de sortir ses jambes pour ensuite essayer de sortir de la guillotine. Donc, euh, donc c'est carré. Hein. C'est carré. On sent que c'est. D'ailleurs, c'est sa prédiction Ouais. hein, à Makhachev. Hein. Et en interview, il a dit je vais rentrer dans ses jambes, il va prendre la guillotine, je vais l'arracher et puis je vais le terminer au sol. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est ce qu'il dit. Maintenant, c'est Il, la prédiction facile. Hein. C'est ce que dit tout le monde. Hein. il doit Enfin, il doit la prendre ou pas, à ton avis? de quoi? La guillotine? Ouais. Moi, je serais lui, je jouerais pas avec le feu non plus. Parce que c'est pas parce que il a pas réussi à la mettre. Non, non, je te parle de Poirier. Est-ce qu'il doit la mettre? Est-ce qu'il doit prendre la guillotine contre Marachev? C'est compliqué, hein. Ben ouais, c'est compliqué parce que ça fait partie de son ADN. Il Donc va la déjà, mettre dans tous les cas. Tu sais, il y a des gens comme ça, ils ont ce réflexe.
Tu peux Voilà. leur apprendre 1000 fois. Quand le mec rentre dans tes jambes, par exemple, je sprawl quand je suis à l'ouvert au milieu de la cage. Eh ben non, ils vont prendre la guillotine et ils vont se jeter dessus. Après, ce que j'ai aimé contre Benoît Saint-Denis, c'est qu'il a varié de guillotine à chaque fois qu'il a attaqué. Ouais, et il y en avait qui étaient vraiment pas loin, hein. Et il y en avait qui étaient vraiment pas loin. Donc, euh, donc on ne sait jamais. Parce que, Ouais, mais d'un autre côté, je me dis quand même, hein, le vas-y. mec, ça fait combien de guillotines qu'il met? Dans toute sa carrière, il en a pas mis une. Tu sais, il y a des soumissions comme ça, tu vas les mettre toute ta vie, elles ne passeront jamais parce qu'il te manque ce truc, tu l'as pas, c'est comme ça. Ah, après, Parce que je peut-être pense qu'il a travaillé quand même avec des super coachs, ou il l'a pas, pas. ou pas, peut-être que dans les super coachs, il n'y en a pas un qui maîtrise juste le détail de la guillotine, tu vois. S'il les regarde juste sur YouTube et qu'il se dit, ouais, attends, je vais tenter ça, tu vois. Ah, on parle d'un des meilleurs athlètes du monde, qui a accès aux meilleures structures du monde. Non, sa Quelqu'un guillotine, il a travaillé. à la TT avec les coachs de la TT, tu vois. Et Oui, mais peut-être il y a que, du monde qui vient à la TT. peut-être que personne ne maîtrise les subtilités de la guillotine. La guillotine, c'est plein de détails très, très subtils hein, pour la mettre, hein. C'est con, mais c'est des détails qui sont très subtils. Ah, j'ai Euh, du mal à croire qu'il y a personne qui ait été capable de lui expliquer en 15 ans de carrière, tu vois. En tout cas, ses partenaires d'entraînement disent qu'il a une Il fait guillotine qui taper. est précise. Ben oui. Il fait Donc, taper à l'entraînement. mais ça fait partie, tu sais, la guillotine pour moi, c'est un peu comme la clé de cheville, tu vois. C'est-à-dire que c'est des trucs où tu vas taper à l'entraînement, mais quand tu es dans compétition, tu vois, tu peux très bien essayer de résister et pas taper. On Ouais, l'a vu. tu peux résister, mais il y a euh, résister, résister. Si tu dors, tu dors. ouais, si tu dors, tu dors. Mais c'est pas un. Ouais. Ouais, j'allais dire, c'est pas avec la guillotine que tu dors le plus, ouais, mais tu peux dormir avec n'importe quel étranglement, tu vois. Mais tu as quand même de l'espace dans la guillotine. Tu sais trouver de l'espace dans la guillotine. Tu prends un bras-tête. Un bras-tête, alors tu peux trouver de l'espace aussi dans un bras-tête, hein. Il y a plein de moyens de trouver de l'espace dans un bras-tête et il y a des gens qui ne tapent pas là-dessus. Mais c'est un étranglement sanguin qui va venir petit à petit, tu es bien verrouillé, il y a un moment où tu vas dormir. Euh, la guillotine, tu as quand même pas mal de possibilités de trouver de l'espace. Tu vois, tu plantes bien ta tête, tu remontes bien l'épaule de ton adversaire. Il faut comprendre que quand c'est une guillotine de face, comme il l'attaque en plus, tu vois, tu as vraiment ce truc où quand tu pousses, c'est tout ton corps qui pousse juste ton bras. C'est tout le corps de l'adversaire qui pousse ton bras. Donc, ça veut dire que ça remonte ton épaule et quand tu remontes l'épaule, la guillotine, elle marche plus. La guillotine ne fonctionne, les amis. Le système de la guillotine, elle est très simple. Pour faire taper en guillotine, il faut rapprocher le menton de la poitrine. Donc, pour rapprocher le menton de la poitrine, il ne faut pas s'étendre. Il faut justement être le Se plus con. recroqueviller. Donc, il faut que tu prennes bien la tête, tu coiffes bien la tête de ton adversaire sous ton aisselle. Il faut bien que tu aies ta main en cuillère, là, en tractopelle, sous. Alors, c'est même pas la gorge, en fait, c'est la partie molle qui a derrière le menton, là, qui va justement venir euh, couper l'arrivée en oxygène, bien joindre tes mains, bien coller ton menton au dos de l'adversaire et bien ramener tes genoux à ta poitrine. Tu vois. Alors, ça fait beaucoup de détails, mais si tu le fais bien, à ce moment-là, tu fais taper ton adversaire. Euh, Poirier, la problématique, c'est qu'il attaque souvent la guillotine avec le bras en plus, le bras dedans. Ouais, Donc avec le bras dedans, ça rajoute une problématique supplémentaire. C'est fait que tu n'es plus concentré que sur la tête, mais tu es concentré aussi avec le bras qui vient et qui est ouvert. Et donc, comme le bras il est ouvert, et ben, tu peux pas, comment dire, ça te donne une prise de distance supplémentaire avec mhm. t'empêcher de serrer. Quand tu prends la guillotine avec le bras, l'erreur qu'on fait souvent, c'est de tirer comme si on voulait que la main passe sous l'aisselle, tu vois. Alors qu'à l'inverse, il faut ramener encore, c'est-à-dire que c'est le bras qui est sous l'aisselle qui doit, lui, rentrer plus profond. Descendre. Ouais. Que juste, tu t'installes vraiment sous la gorge. Mais quand même, elle n'est pas facile pour faire taper. Elle est très difficile. Maintenant, il a fait quand même l'adaptation sur Benoît Saint-Denis. À un Oui, moment, il prend la Marcellotine, hein. la marcellotine. Et ça pour le coup, si la marcellotine, elle peut passer. Tu vois, je crois qu'il la prend un peu debout. C'est pour ça. Il Tu la vois, prend debout. la prend debout. S'il l'avait pris dans la garde, c'est possible que Benoît Saint-Denis tape sur celle-là. Parce que tu la vois que même debout, déjà, tu vois les yeux. Moi, il y a un détail, hein. Les yeux tu sais, quand es pris dans un étranglement, regardez les yeux de la personne qui prend l'étranglement. C'est là où vous allez comprendre si elle est serrée ou pas, s'il est serein ou pas. Makhachev contre Wade, tu vois les yeux, tu sais, tu sens l'urgence, tu vois. Ouais, non, moi, c'est dans la manière de réagir. Tu vois, quand le mec ne bouge pas et qu'il est plutôt calme, je trouve que ça va. Par contre, en fait, tu sens le sentiment d'urgence quand il faut sortir. C'est logique. Quand on étouffe,
On va commencer à se débattre. Volkanovski, Ortega. Tu vois, il prend Oui. la guillotine de la montre et d'un coup, il commence à balancer ses jambes, tu sens la panique. Il faut Saroukian, sortir, il faut reprendre de l'air. Et ben, c'est ça. Et c'est Khabib Poirier. où il vient. Alors, ce qu'il a fait très intelligemment, il est revenu dedans pour ressortir, pour justement prendre de l'air. Mais effectivement, elle était très, très bien verrouillée. Elle a été bien verrouillée. Donc, il n'a jamais fait taper. Maintenant, c'est un risque à prendre. Moi, honnêtement, il suffit d'une fois. Tu sais, si samedi soir, la nuit de samedi à dimanche, il prend une guillotine, il fait taper, tout le monde dira, waouh, quel génie. Tu vois? Ouais. Eh Ouais. oui, Mais de bon. toute façon, il va l'attaquer. Ouais, de toute façon, il va la faire. Se En poser fait, la là, pour le coup, question, contrairement à son combat contre Benoît Saint-Denis, je pense pas qu'il va la faire systématiquement. Moi, je pense que là, son objectif premier, ça va être de défendre la lutte. Et quand il va commencer à être fatigué, en fait, c'est quand tu commences à être fatigué que tu sors de ton game plan, que tu reprends tes habitudes, ce que tu fais naturellement. C'est là qu'il va commencer à attaquer la guillotine. ouais, peut-être, ouais. Ouais. Mais je te dis, contre Benoît Saint-Denis, moi, je trouve que son schéma de pensée, il était bon parce que Benoît Saint-Denis, il fatigue, on le voit. Il met beaucoup de rythme. Alors, il tient parce qu'il a le mental, il va tenir, et il l'a prouvé encore à la DXC. Il tient jusqu'à la dernière Il tient au seconde, mental. mais c'est pas quelqu'un qui a un cardio illimité. Il a un mental illimité. C'est ça la différence. Là, contre Islam, il a déjà un physique qui est beaucoup plus important. Enfin, tu vois, une gestion de son physique, tu vois, il a fatigué contre Volkanovski, mais parce que ça a été une bagarre de 5 ans. Tu vois. Ouais. En fait, très honnêtement, je pense que Benoît Saint-Denis a un excellent cardio. C'est juste la gestion de son cardio. Parce que personne n'a un cardio limité. Quand tu mets le rythme qu'il met, tu es obligé de fatiguer. Et là où Islam, avec l'expérience et avec son style, en fait, hein, quand il va prendre une position, si par exemple il prend le dos à Poirier, il va gérer, en fait. Il va le conserver tout le round, Oui, bien sûr. Bien sûr. sans se cramer. En tout cas, pour en finir avec la lutte de Makhachev, c'est dans les phases de clinch, il pèse beaucoup, justement, on avait dit avec son buste en over-under. Il arrive à joindre ses mains autour de l'adversaire et quand il décide d'amener, ça lui permet de descendre facilement en fait aux hanches pour amener. Vraiment, c'est ça. C'est quand il décide. Voilà, c'est toujours dans le contrôle. Là où il est le meilleur en lutte, c'est quand vraiment il est dans le contrôle et que voilà, il laisse peu d'espace à son adversaire et il va amener, il va rester dans le contrôle. C'est quand Quand il il est au shoot, contact, quand il est en gréco, hein. Tous les contrôles de gréco, en fait. quand il est à distance, c'est là où il est le moins bon. En vrai, c'est ça. Si on doit résumer, shooter milieu de cage, c'est là où il est le moins bon. Et par contre, quand il est à la cage ou quand il est au clinch, C'est dans là ses... qu'il est excellent. Ouais. Ouais. Oui, Et quand on dit qu'il est le moins bon, il est quand même excellent oui, bien dans sûr. tous les shoots. C'est vraiment, de toute façon, c'est des lutteurs, hein. C'est des samboïstes, ils savent gérer les deux. Bien sûr, bien sûr. Poirier, bah, il a une bonne lutte pour moi. Parce que tu sais, mais c'est une bonne lutte défensive. Tu vois, alors offensivement, il attaque aussi. Mais Offensivement, on en il a- avait déjà parlé. Pour moi, c'est plus, quand il réussit à amener, c'est plus de l'ordre de la surprise voilà. que de la véritable technique, tu vois. C'est-à-dire que tu t'attends tellement pas à ce qu'il shoot. Il sait shooter, hein, le mec, après toute sa carrière, forcément, il sait shooter. Mais voilà, tu es surpris. Tu t'attends à le boxer, il te surprend, il casse, il rentre dans les jambes, il t'amène. Maintenant, sur un lutteur du calibre de Islam, il y a aucune chance. Je Ah vois oui, oui. vraiment aucune chance, hein. Non, non, il va le sprawler, il va le gérer, il va être très équilibré. De toute façon, les lutteurs, leur grosse force, c'est de ne pas tomber. De toute façon, c'est C'est d'avoir. ça. Ils ont des formes de corps, un équilibre qui fait que ça tombe Non, pas. non, mais encore, là, j'ai revu, comme je te disais, le combat contre Saroukian. J'avais zappé ces phases-là où tu as Saroukian qui rentre sur un single, mais single parfait, tu vois, où il lui lève la jambe et tout. Tu te dis, mais c'est pas normal, tu es obligé de tomber. Tu es obligé de tomber. Le mec en bout de pied, c'est des chats. Les Oui, lutteurs, c'est des chats. ils savent Et retrouver. même dans la chute, il se retourne pour atterrir sur ses mains. C'est un truc de fou. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Et sa rupture, c'est la même chose. Saroukian, c'est la même chose. Et tu vois, on en parlait la dernière fois là, de ses exercices de souplesse. Oh En là fait, là. à ces exercices de souplesse que justement il s'est resté debout en fait tout simplement parce que quand t'as pas de problématique, qu'est-ce qui te fait tomber quand on te lève la jambe? C'est parce que ta jambe elle suit plus, c'est que Ouais. ta adducteur suit plus. À partir du moment où tu arrives à monter, à coller ta cuisse à ton épaule, à ce moment-là il n'y a pas de problème, tu es toujours bien, tu vois. Donc tu tombes pas, à ce moment-là tu tombes pas, et c'est ce qu'ils font très bien aussi, et surtout les lutteurs des pays de l'Est, tu vois, qui sont Très des lutteurs souple. Ouais. extrêmement beaucoup en souplesse, tu vois, dans le mouvement et dans la souplesse.
Donc je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, c'est effectivement ça, c'est quand il profite de son shift pour chercher le double leg qu'il est bon. Parce que en fait, tu prends 4 shifts où tu as la foudre, où tu as des overhands qui débarquent, et puis d'un coup, whoop, il est dans tes jambes. Ah bah merde alors, il t'a surpris. Ouais, C'est vraiment c'est ça. ça. Pour moi, il a quand même une bonne défense. On en parlait tout à l'heure. Au-delà de la guillotine, même s'il choisit l'option guillotine la plupart du temps, il a une bonne défense. Quand il est dos à la cage, ce qu'il fait, il le fait très bien. C'est la même défense que fait McGregor aussi. Tu sais, enfin, que beaucoup de combattants de MMA d'ailleurs. Il écarte bien sa base, d'accord? Il colle bien ses jambes à la cage. Ce qui fait que derrière, pour le crocheter, c'est un peu plus compliqué. Et derrière, ce qu'il vient faire, c'est qu'il se concentre. Tu vois, souvent, les mecs se concentrent en over-under enfin, tu vois, c'est vraiment ça, ou double-under, mais tu sais, un bras sous chaque aisselle. Et lui, comme McGregor d'ailleurs, utilise vraiment les deux bras sous une seule aisselle, du côté de la jambe qui est pliée. Jambe tendue d'un côté, jambe pliée de l'autre, il a écarté sa base et il va se mettre légèrement de côté, il va rentrer sous une aisselle avec les deux bras. Ce qui fait qu'il a la force de deux bras sur un bras. Et ce qui permet en fait d'empêcher en fait l'adversaire de venir et de t'encercler ou de prendre la jambe ou de quoi que ce soit. Mhm. Ce qui te contrôle bien. Cette défense, c'est pour moi limite. Alors après, ça dépend de chacun. En fait, je vais dire non, limite, ça dépend. Elle est très efficace. Je ne vais pas dire que c'est les limites la meilleure parce qu'en fait, ça dépend de chaque morphologie et de ce que toi, enfin, les défenses dans lesquelles tu es à l'aise. Mais lui, en tout cas, cette défense-là, ce que j'aime, c'est qu'elle n'est pas énergivore. Tu vois, parce que tu viens, tu as les deux bras sur un bras, donc tu ne te crames pas. Tu es bien en appui contre la cage. Tu sens que le travail à la cage, il est très bien maîtrisé. Et c'est pour ça que je te dis qu'en fait, là où il est le meilleur, il sait à la cage. Il sait rester stable quand tu vas le shooter un peu plus centre-cage. Il sait rester stable jusqu'à arriver dos à la cage. Dès qu'il est dos à la cage, il écarte sa base, il rentre en Ah, dessous et c'est parti. ouais, ouais. Mais c'est là où aussi il est le meilleur islam. Tu vois, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi. C'est le meilleur, sa meilleure défense à Poirier, c'est dos à la cage. Le problème, c'est que les lutteurs actuels, leur meilleur jeu, c'est contre la cage. Oui, Tu vois, donc c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué. Et puis on sait que même s'il arrive à défendre au début, sur le long terme et sur la différence physique de cet effort précis, ils vont finir par l'amener, les mecs. Donc c'est là que c'est compliqué. je suis d'accord. Je suis d'accord. Il se fait amener beaucoup. Enfin, il se fait amener beaucoup. Ouais, oui et non. C'est-à-dire qu'en tout cas, quand il y a un très bon lutteur en face, il va avoir des phases où il n'est pas forcément amené. En fait, c'est ça la subtilité, c'est qu'il En n'est pas fait, il se forcément. retrouve à quatre pattes, les mains au sol, etc. Et on sait que ça, sur le coup d'énergie, c'est fatal. Cette position, surtout encore plus avec ce style-là de mec qui te ceinture et qui te met le poids vers l'avant, ça va te tétaniser les épaules. Enfin, c'est très compliqué. Alors oui, il va défendre un round, deux rounds. Il gère bien parce que tu sais, tu vois que techniquement, comme c'est propre et qu'il a l'habitude de se retrouver dans. Alors, c'est un peu aussi Tu vois, on parle des travers de l'ATT, mais c'est aussi la force de l'ATT. C'est ta force de travailler ça. Ton corps, il s'habitue à cet effort aussi, tu vois, quand tu es tout le temps en train de défendre de cette manière-là. Finalement, l'avantage de cette manière, c'est que comme tu défends toujours de la même manière, déjà, tu masterises la chose. Et en plus de ça, tu gères ton effort. C'est-à-dire que quand tu boxes, tu vois, un boxeur va fatiguer moins vite les épaules qu'un mec qui a jamais boxé et qui va faire du sac de frappe. Tu vois, au bout de 2 minutes, il va avoir les épaules en feu, il va s'arrêter. Un boxeur, il va boxer, il va faire 12 rounds sur le sac, ça va pas le gêner, entre guillemets, tu vois. Poirier, tu sens qu'il est très à l'aise. Quand tu vas pour l'amener vers l'avant, il pose ses poings au sol, tu vois. Il gonfle bien le dos. Il arrive à se déplacer, tu vois. Il arrive à suivre le mouvement. En fait, il sait se faire lourd. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, c'est-à-dire que quand on essaie de t'amener, en fait, il sait peser à l'inverse de l'amener. Tu vois, c'est ce qui lui a permis, par exemple, contre Khabib, quand justement Khabib venait le ceinturer à l'arrière, d'arriver à l'empêcher. En fait, ce qu'il veut, c'est que tu crées ton effort pour l'amener. Et dans l'effort, ce qu'il faisait, tu as vu, je sais pas si tu te souviens de ce qu'il faisait, il rentrait le bras entre les jambes en Oui, pivotant bien sûr. pour essayer de basculer. Maintenant, la problématique, c'est que tu tombes contre Khabib et là, sûrement contre Islam, où les mecs savent très bien Ah, gérer cette ça situation. fonctionne pas, ça. Ça fonctionne pas. Par contre, ça fonctionne pas dans le fait de renverser et de repasser au-dessus comme il aimerait, parce que c'est ça le but ultime de cette technique. Mais là où ça fonctionne, c'est que ça lui permet quand même de créer de la distance avec l'adversaire. C'est-à-dire qu'on l'a dit tout à l'heure, les Dagestanais, ce qu'ils aiment, c'est
te ceinturer, te contrôler, t'amener au sol et rester dans ce contrôle. En fait, rester très proche de l'adversaire, de les étouffer. Quand tu fais ça, quand tu mets le bras entre les jambes et que tu le bascules, l'adversaire va devoir quand même s'étendre. Il va devoir sprawler ton bras, entre guillemets, tu vois. Donc, il va devoir s'étendre pour rester face au sol et ensuite revenir te chercher. C'est dans ce court laps de temps-là qu'il a une faculté à se recoller à la cage, à se remettre dans les conditions pour pouvoir se relever. Et c'est pour ça que Khabib, il lui a pas roulé dessus dès le premier round. Parce qu'à chaque fois, il arrivait à se remettre debout. Il arrivait à chaque fois à se remettre debout. Ouais, Et à bah après, Khabib, il roule sur personne au premier round. Non, mais quand je dis roule sur personne, tu vois, quand en général, quand il t'amène au sol, la plupart du temps, il vient, il te contrôle et tu prends quand même la sauce. Tu vas prendre beaucoup de frappes. Ouais, Tu tu te vas- prends des frappes. Voilà. D'accord. Ouais, c'est dans ce sens-là que je te disais ça, c'est qu'il finit pas, mais il va te mettre des frappes. Voilà. Poirier, il n'en a pas pris tant que ça. En plus, là où j'ai trouvé ça très intelligent, c'est qu'il arrivait très bien à se. Tu vois, quand il se retrouvait dos à la cage, parce que sinon, quand il est au sol, tu vois, il se met dos à la cage pour se relever et il a les jambes prises. Il arrivait très bien à coller sa tête, tu sais, au buste de Khabib pour pas prendre de frappe. Et après, dès qu'il sentait qu'il y avait un peu d'espace, boum, il sortait une de ses jambes et il se relevait. Il avait quand même une faculté à stopper, entre guillemets, le jeu de progression de Khabib. Tu vois, ce jeu d'Aguestanais, parce que tu vois, on parlait de puissance tout à l'heure. Je pense que Poirier, même dans les phases de lutte, est très puissant. Est vraiment très puissant. Moi, je le sens quand il pousse, tu vois, avec ses bras pour se coller à la cage, ou quand il pèse, tu sens quand même que, tu vois, c'est pas une poupée de chiffon que tu vas basculer à droite, à gauche, à Non, droite. Tu vois. ça c'est évident. Ouais, mais t'en as beaucoup qui sont comme ça. Mais pas parce qu'ils sont pas forts, parce qu'ils savent pas où mettre la force. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est très bien quel levier il doit mettre en place pour développer de la force dans ces situations-là. Donc, pour moi, quand même, alors oui, Islam, il va être largement au-dessus de lui en lutte, mais pour le coup, ça ne sera pas non plus une promenade de santé où il va lui tourner autour et ça va être très très simple. Ça ne sera pas comme avec Dan Hooker, par exemple. Non. Ah non. Tu Non, vois. ça c'est sûr que non. Maintenant, je le vois. En fait, je vois le schéma habituel de Poirier. Je le vois se faire amener, se relever, se faire amener, se relever, jusqu'au moment où il se relèvera plus. Ça sera le début de la fin. Ouais. Ça sera... Non, mais tu sais, quand on parle de ouais, on va lui prendre le dos, machin et tout ça, ouais, on va lui prendre le dos. Mais regarde, tu vois, il a montré quand même que même si tu veux lui prendre le dos et qu'il est sur ses mains et sur ses pieds, bah derrière, pour mettre tes crochets pour venir étrangler, c'est compliqué. Tu vois. Le seul qui a réussi vraiment. En vrai, quand tu regardes ces deux dernières défaites par étranglement arrière, donc qui sont Khabib et, et Oliveira, Khabib, il a dû lui exploser la mâchoire pour le faire taper. Ouais. Et Oliveira, il a, comment dire, il a explosé la mâchoire, oui et non, parce qu'enfin, à la fin, il est rentré sous le coup. Mais quand même, il y a eu un travail. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu un travail, tu sais, très fort sur Bien le. sûr. Et ça, Makachev peut le faire. Et ça m'a caché. Clairement. Même si je pense qu'il développe beaucoup moins de puissance. On en parlera pour la partie seule, mais il développe beaucoup moins de puissance que Khabib sur ce mouvement-là. Et Oliveira, lui, il l'a pris debout. Donc debout, tu sais, ta défense, elle est moins bonne. Mais qui, à part Oliveira, est capable de faire ça à Poirier? D'être debout comme ça dans son dos. Qui Ouais. lui a fait? Tu vois, c'est ça aussi, c'est qu'il faut voir que les mecs, c'est contre deux mecs qui masterisent justement cet étranglement arrière. Et Makhachev, l'étranglement arrière, c'est pas sa spécialité. C'est pas là où il est le plus fort. C'est pas son étranglement favori. C'est le bras tête son étranglement favori. Il en a mis, mais c'est pas sa superbe. Tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça. Donc c'est pour ça que donner le dos contre un Makhachev est moins dangereux que de donner le dos face à un Khabib. Ah, Je veux dire, contre Khabib, t'es mort. Contre Khabib, t'es mort, ça c'est sûr. tu vois. Et pourtant, il a tenu deux rangs et demi. Ouais. Après, c'est reculer pour mieux sauter, on va pas se mentir. Mais on peut pas dire que le mec a zéro défense. Non, mais il n'y a personne qui dit ça. Non, non, il n'a pas zéro défense. S'il y en a qui le disent, il y en a qui disent que c'est pas lutter, qu'il est nul, enfin qu'il est nul au sol entre guillemets. C'est juste que oui, c'est pas le meilleur en attaque, mais par contre, c'est en défense, il Ah, est défensivement, c'est solide, hein. très C'est abouti. pas, c'est pas dégueulasse, hein. Comme tu l'as dit, il se fait amener, c'est pas n'importe qui l'amène. On parle de mecs qui arrivent à amener tout le monde de toute façon. La question, c'est combien de temps tu vas pouvoir défendre contre eux. C'est même pas ce que tu vas pouvoir défendre.
Oui, Et là, il nous montre qu'il est capable de défendre contre Khabib, tu vois, 2 rounds, de tenir en tout cas 2 rounds. Et 2 rounds, ça laisse le temps de travailler debout. c'est sûr. C'est sûr. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et par contre, là, s'il veut être intelligent, sa guillotine, vu qu'il n'arrive pas forcément à la mettre en place, pourquoi il ne travaille pas sur le renversement en demi-papillon, enfin en papillon, tu vois, à partir de la guillotine? Ah, j'y crois pas du tout, ça. Dans la manière de se placer de Makhachev, c'est trop solide. Sur les hanches et tout, je le vois pas se faire renverser. Non, mais Ils savent exactement se placer pour pas se faire renverser. pas forcément renverser, mais juste créer la distance qu'il faut pour ensuite se relever. En fait, tout simplement. Il cramerait beaucoup moins d'énergie s'il décide de prendre sa guillotine, tu vois. Il l'attend une fois, ça marche pas. OK. Euh, Si il met le crochet, tu vois, et il le bascule à chaque fois, bah, il ressort beaucoup plus vite, entre guillemets, donc il crame moins d'énergie. Ça, par contre, c'est sûr. Utiliser la guillotine pour en faire quelque chose de positif derrière. Parce que finalement, quand il attaque la guillotine et que l'adversaire sort, il se retrouve toujours en galère. Oui. Alors qu'il pourrait la conserver, reprendre de la distance, comme tu dis, pour se relever ou faire quelque chose derrière. Donc oui, travailler Question, dans ce sens-là. Von Flou possible ou pas? Parce que tout le monde en parle, là. Il y en a beaucoup qui parlent de la Von Flou. Est-ce que Poirier, En fait, je pense pas parce que, comme tu l'as dit, il l'attaque quasiment tout le temps avec le bras. Et quand tu attaques la guillotine avec le bras, il n'y a pas de von flou possible, puisque tu peux pas recouvrir la gorge avec ton bras, puisqu'il est pris, ton autre bras. Donc si oui, s'il attaque, et encore, quand il prend que la tête, là, ce qu'il nous a montré, c'est la marcellotine. ouais. Et est-ce que, de toute façon, est-ce qu'on l'a déjà vu s'acharner quand l'adversaire passe à garder la tête? Non. Puisque tout de suite, il se remet justement, il essaie de se remettre sur ses mains, sur Ouais, ses... ouais, après, on sait que la von flou, tu peux ne pas forcément t'acharner et te retrouver bloqué si l'adversaire, lui, vient chercher ton poignet. Là, si c'est lui, il y en a même qui viennent, tu sais, prendre ton poignet pour le mettre autour de leur tête pour l'emprisonner. Oui, oui, oui. Alors oui, mais ça faut être débutant. Enfin, tu fais ça à un débutant. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que il Je- peut tu- le bloquer. Tu peux te retrouver bloqué. Attends, attends, juste, attends, parce que je reviens sur ce que est-ce que tu penses que toi, quelqu'un va réussir à... Toi, bon, merci. Voilà, c'est tout. Est-ce que Ouais. quelqu'un t'a déjà fait ça à toi? Non, mais personne m'a mis de Von Flou jusqu'à présent. Dieu merci. T'as jamais tourné avec Kader? Ah si, 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 si. Non, mais c'est pas... non, Kader, c'est pas une Von Flou, hein. Non, c'est pas une bonne flou. Kader, il fait ce que Makhachev a fait à Drew Dober. Kader, il me met l'épaule dans la gorge et puis il fait le pont et puis il m'étrangle. J'ai pas besoin d'attaquer de guillotine pour qu'il m'étrangle. Non, mais il fait en fait ce qu'a fait Makhachev à Drew Dober. C'est exactement ce qu'il a fait. Ah ouais? Bah, c'est-à-dire où il est encore dans la demi-garde, il va juste tu sais, te mettre la pression et tu le vois. Ouais, c'est tout. C'est Ouais. ça. Donc ouais, Donc, c'est une Kader Flou. c'est- ah, dommage qu'il nous écoute pas, ça pourrait le faire rire. Donc ouais, non, non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais la Von Flou, tu vois, j'ai du mal à y croire. Ouais, Alors moi oui, aussi. si jamais il arrive à lui prendre le bras, effectivement, à lui emprisonner avant qu'il puisse la relâcher, pourquoi pas? Mais j'ai jamais vu, en fait, Poirier s'acharner sur une guillotine quand l'adversaire est passé. Tu vois. De souvenirs comme ça, quand j'ai revu les combats, ça m'a pas marqué. Donc, est-ce qu'il peut prendre une Von Flou? Alors, tout est toujours possible, mais j'ai quand même du mal à le croire. C'est vraiment Moi les mecs. aussi. Moi aussi. Je sais pas, en plus, j'ai du mal à voir Islam faire ça. Non, il peut se dire, tiens, elle est tellement à la mode, tu vois, ça peut te revenir dans ta tête, tu vois. Tu te dis, bon, bah écoute, en ce moment, elle passe bien, pourquoi je la tenterais pas moi, tu vois, par exemple. Mais oui, enfin, ouais, c'est pas le chemin que je vois, tu vois. Moi, je le vois plus sortir de la guillotine et après essayer de graviter sur son bras-tête. Oui, Voilà, ça, on est d'accord. C'est son chemin habituel, en fait. Ce mais qu'il bon, maîtrise le mieux. ce qui maîtrise le mieux. Pour ce combat en lutte, bon, je pense qu'il n'y a pas de doute, hein, Poirier. Ouais, on est d'accord. Je dis ça pour tous les haters. Non, non, Makhachev, sûr et certain. Ah, Makachev, C'est très largement. très largement. Il n'y a pas de. Tu vois, autant en striking, ça peut être serré sur le combat. Autant en lutte, il n'y a pas photo. Non, il n'y a pas photo. Au sol, Makhachev, sol typique des Dagestanais. Hein, franchement, avec triangle pour bloquer les jambes, grosse pression, menottes dagestanaises, en fait, tout ce qui est tout le jeu, le panel des Dagestanais, il l'a. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ouais, un peu plus varié que. Alors, en comparaison Voilà. avec Khabib, tu vois.
c'est quand même un meilleur grappleur, je trouve, dans l'ensemble. Oui. Khabib, il a son jeu qu'il maîtrise à la perfection. Donc, voilà. Il va imposer son jeu là où un Makhachev est plus varié. Donc, techniquement, je pense qu'il est meilleur. Maintenant, est-ce que c'est mieux? Je sais pas, en Alors, fait. Tu eh ben, vois? tu vois, justement, tu as introduit un débat que je voulais donner après. Est-ce qu'on le fait après? Est-ce que, et voilà, justement, j'aimerais bien faire un micro débat, mais on le fera après. Vas-y. Entre Khabib et Makhachev, lequel est le meilleur, pourquoi, comment, tu vois, Ok. en fonction de chacun. Et je suis d'accord avec toi. Par contre, il a une plus grosse palette technique que Khabib et que les autres Dagestanais, d'ailleurs, que même un Chimaev. Oui, Surtout, et ça se. Tchétchène, Chimev. et, T'as du oui, non. mal. Ouais, ouais, Ah, d'accord. c'est pas pareil. Non, c'est pareil. C'est le même style. En fait, c'est de la sémantique, tu vois. Ok, ils s'aiment pas. Ok, Tchétchène, Dagestanais, blabla, c'est deux contrées. Ok, si tu veux, mais le style est le même. Bah arrête, le style est le même. Ils font la même chose. Ils t'amènent au sol, ils viennent, menottes dagestanaise. Pourquoi un Ouais, Tchétchène prend une Dagestanaise. Pourquoi un Tchétchène prend un menotte dagestanaise? c'est la Il menotte tchétchène. Bah voilà, et bah d'accord. Mais au final, tu l'appelles comme tu veux, mais c'est Non, vrai mais que sur la lutte, c'est pas le même jeu. c'est un jeu. Alors, c'est pas le même jeu. Ouais, alors il n'y a pas le C'est côté un sans. power wrestler, Shimaev. Shimaev, il shoot dans tes jambes, il t'arrache fin. Je suis d'accord. Je parle là, on est sur la partie sol. Je parle pas de la Ouais, partie ouais, ouais, ouais. sol, c'est la même. Il vient, menotte, quarter monte, prise de dos, étranglement, ou alors matraquage. Tu le vois Ouais. pas, tu le vois pas faire tu le vois pas faire, je sais pas moi, comment dire. Il fait pas énormément de kimura, il fait pas de juji, il fait pas tous ces trucs-là. Non, il fait des kimura, Makhachev. Ouais, quand il est en nord-sud. Quand il est en nord-sud, il attaque la kimura. Mais bon, force est de constater quand même que c'est à peu près clairement, c'est le même jeu. Euh, Makhachev, il a une variété de soumissions qui est grande. Kimura, étranglement arrière, triangle de bras, juji, triangle inversé. Toutes les dernières soumissions qu'il a mis, tu sens qu'il y a la variété dans ces soumissions. Ouais, Ce qui est le cas des autres Dagestano-Tchétchènes. Tu préfères que je le dise comme ça? je préfère. Après, je vais avoir toute une équipe là qui va venir en commentaire, qui va me dire il faut pas mélanger. Il n'y a que toi qui me dis ça, personne ne m'a jamais dit ça en commentaire. Bref, euh, il a une bonne défense grâce à son calme et à sa technique aussi. Parce que c'est un bon attaquant, mais c'est aussi un bon défenseur. Enfin, tu vois, on en a parlé tout à l'heure sur la gestion des guillotines. Quand il prend une guillotine, techniquement, il sait comment sortir. Et quand tu fais du sol depuis longtemps, tu sais aussi prendre le temps de sortir. Enfin, tu sais que tu as du temps. Tu vois, la différence entre un confirmé et un débutant, c'est qu'un confirmé, à peine tu le prends dans un truc, des fois, il te tape. T'as même pas serré encore que juste t'as pris le bras à tête, t'as rentré ta tête sous l'aisselle, le mec, non, mais je sais ce qui va se passer. Ça, Ah, comment ça m'énerve quand ça m'énerve. Mais non, tu sais pas ce qui va se passer. Ça se trouve, tu vas sortir. Mais Mais si grave, mais essaye au moins. on t'a pas dit d'aller jusqu'à l'endormissement, mais au moins va jusqu'au truc où tu commences à sentir un début de tes yeux. Quand t'attaques un Juji et qu'il commence, il a même pas lâché, hein. Juste il commence à sentir la tension, il dit tap, 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 tap. Ah, comment ça fout la rage, des fois je tire quand même. En fait, on te prive toi aussi, de ton plaisir de mettre une soumission. Ouais, mais même pour lui, en fait. Bah, parce qu'il Tu s'est sais, passé. t'explores, quand tu débutes, t'explores jusqu'à où tu peux aller, entre guillemets. Et après, tu le sais. Mais on te demande pas de te péter le bras. Mais il faut quand même sentir la sensation de la clé, sinon ça sert à rien. Si ton coude ne craque jamais dans ta carrière, c'est que tu as Non, raté. c'est nul, c'est nul. Si tu connais pas cette sensation où ton bras ne peut plus se déplier complètement, ni se plier complètement, si tu peux plus te C'est gratter la les. base. C'est que tu as raté quelque chose. Voilà, c'est tout. Il faut savoir jusqu'où tu peux aller. D'accord. Après, c'est vrai que des fois, tu flippes, hein. Moi, j'ai eu un coup la dernière fois, c'est Mathis, là. Il m'a pris le bras, il m'a arraché le bras. Mais heureusement, tu vois, il l'a lâché. Mais là, je me voyais avec mon bras sauter. Ah ouais, Je sais pas, mon bras, l'angle que j'avais, ça puait. et oui, on tape aussi, ça nous arrive, c'est comme ça, c'est la vie. Donc là, j'avoue que. Tu sais. Mais bon, en tout cas, lui, il a une bonne défense. Alors, ça veut pas dire, après, une bonne défense, avoir une bonne technique, ça veut pas dire que tu peux jamais taper, hein. Là, je viens de le dire, d'accord? Je sors de 90% de ce que tu vas me mettre en place, de ce que tu vas m'attaquer, mais il y a toujours un 10%, et encore à mon niveau, moins 10%, à leur niveau, c'est peut-être 1%, mais bon, tu as toujours ce 1% qui peut arriver. Ça peut arriver.
C'est comme ça, c'est la vie. Celui qui ne tape jamais, bah, c'est Gordon Ryan. Et encore, même lui, Non, il même a tapé, hein. Il s'est endormi à l'entraînement la fois. fait étrangler à l'entraînement. Ah putain, j'ai pas cette anecdote. Bah oui, tu sais, le mec qui l'avait dit, un jeune justement, même Gordon l'avait republié. Oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Un jeune qui l'avait fait dormir. Ouais. Bah, parce que justement, il n'a pas tapé. Mais c'est vrai, mais il s'est aussi fait étrangler en compétition par Philippe Pépéda. Donc même Gordon Ryan, le grand Gordon Ryan, il a tapé. Ça lui est arrivé. Donc Islam comme un autre ne sont pas à l'abri d'eux. Tu vois, quand on parle de la guillotine, il suffit que d'une Ah, mais fois. c'est clair. Et encore plus en MMA. On l'a vu avec les meilleurs judokas qui peuvent se faire soumettre. Il suffit que tu te fasses toucher derrière, juste avant, voilà, tu peux te faire soumettre. Ouais. Maintenant, la probabilité, elle est minime. Ouais. Il est très en pression. Et ce que j'aime, moi, c'est justement quand il est en mode passeur, tu sais, c'est l'orientation de ses hanches. Parce que ça, c'est un truc que je milite pour mes élèves, là, tu sais, pour qu'ils apprennent à faire ça. Et on travaille beaucoup là-dessus. Sur les crochets papillons. Tu vois, on parlait tout à l'heure, par contre, du crochet papillon. Si tu es prêt en guillotine et que tu travailles sur le Mm. crochet, oui, c'est une solution. Maintenant, Islam Makhachev a cette faculté de tout de suite orienter sa hanche du bon côté, c'est-à-dire que il oriente le genou vers son genou, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il ne va pas essayer de passer par-dessus le crochet. Il va venir et il va casser le crochet avec son genou, ce qui Ouais. fait qu'il est face à son adversaire, il va rester à plat, donc il ne va pas tomber sur le côté, et au contraire, il va rester bien face à son adversaire pour pouvoir le réattaquer derrière. Et ça, il le fait parfaitement bien. Parce qu'il y a je l'ai vu dans plein de combats, plein de combattants qui ont essayé de le basculer comme ça. Et à chaque fois, il arrive à casser le crochet avec le genou. Et sachez qu'en plus, quand vous cassez avec le genou comme ça, en fait, le bout de pied arrive très vite. C'est-à-dire que là, vous cassez le crochet et donc vous glissez le long du pied. Là où si tu veux passer par-dessus, en fait, le crochet continue à maintenir ta cuisse et tu vas tomber. Il Ouais. suffit d'un orteil pour que tu tombes, hein. Il suffit d'un orteil, d'un bout d'orteil pour que tu fasses tomber ton adversaire. Par contre, si tu casses avec le crochet, avec comme si tu partais en e-cut, en fait, tout simplement. Mhm. À partir de ce moment-là, ça passe. C'est vrai qu'il le fait beaucoup, ça. Il le fait très bien. Ouais. Ouais. La différence entre lui et Khabib, c'est que Khabib a son chemin tracé, double, pression vers l'avant, prise Prise de de dos, dos. avec crank. Lui, il est plus complet, il est plus varié. Et donc, pour moi, il est en MMA, il est moins létal. Ça ne veut pas dire qu'il va pas soumettre et tout ça, mais il est moins létal Il est qu'un. plus classique. Ouais, En fait, tu vas plus t'adapter à ce que lui fait plutôt que Khabib parce que tu vas le retrouver plus facilement à l'entraînement. Et même dans la force générée. Tu vois, et je pense aussi que ça va avec le fait qu'il ait moins de force que Khabib, qu'il était obligé de varier. Parce que ce que fait Khabib, il n'y a que lui qui peut le faire. exactement. Tu vois, allez, on va dire Shimaev, je pense que dans l'épreuve de force sur le premier round, ça se vaut. Par contre, ça dure qu'un round. Là où Khabib, il peut te faire la même chose pendant 5 rounds et te mettre la même pression et avec la même force. Donc, il n'y a que lui qui pouvait faire ça. Donc, en fait, ils ont le même jeu, Il sauf avait qu'il la. a dû adapter, la fin, en fait. Ouais. En fait, tout le monde le disait que Khabib avait la force d'un poids lourd. Tu vois, quand il te mettait la main dessus, c'était C'est très. Cormier qui disait ça. Il dit quand tu es au sol avec lui et qu'il pose les mains sur toi, tu as l'impression de tourner avec un lourd. C'est ça. Et donc, bon, après, Cormier, Ouais, c'est pas très objectif. Mais bon, tout le monde le dit. Tous les voilà. mecs avec qui ont tourné avec lui dans sa KT, ils disent que quand il commence à t'attaquer quelque chose, tu peux plus bouger. En fait, je préfère prendre ces sons de cloche-là que ceux de Cormier qui n'est pas du tout objectif quand il Ouais, s'agit du mec de la KE. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Niveau objectivité, c'est du niveau -4. C'est même pas niveau 0, c'est -4. Donc faites attention aux déclarations de Cormier quand il s'agit de son équipe. Faites ouais, toujours attention à c'est ces vrai. déclarations. Maintenant, c'est vrai que, tu vois, on peut ouvrir le débat maintenant d'ailleurs, hein, parce que ça, voilà, ça s'introduit comme ça. Pour moi, effectivement, Makhachev est sûrement un bien meilleur technicien, mais un Khabib est bien meilleur combattant, d'autant plus en MMA. Tu vois, quand on dit oui, tu sais, quand on dit oui, Makhachev, il est C'est plus meilleur, complet. complet, C'est vrai. la version 2.0 de Khabib et tout ça, ok, je l'entends parfaitement. Je l'entends parfaitement. Maintenant, est-ce que le fait que ça soit la version 2.0 de Khabib, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que ça fait de lui un meilleur combattant une fois que tu es dans la cage? Ouais. En termes d'efficacité, moi, je pense pas. Je ne pense pas non plus. Et ça, je le dis depuis le début. Depuis le début, on le dit d'ailleurs tous les deux depuis le début, Khabib était un plus gros souci que Makhachev.
Ouais. Qui en est énorme aussi, hein. Attention, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. C'est un énorme souci. Mais maintenant, dire que si Makhachev est une version 2.0 de Khabib, alors il va rouler encore plus facilement sur Poirier, les mathématiques, vous savez ce qu'on en pense. Non, mais en fait, on a déjà dit, à partir du moment où justement il est plus varié, il offre plus de possibilités, entre guillemets, à son adversaire. Tu vois, il passe plus de temps debout, il va plus boxer, donc il s'ouvre plus. Là où un Khabib, on sait ce qu'il voulait, tout le monde savait ce qu'il voulait, même son adversaire, et justement, ils étaient tétanisés par rapport à ça, ils craignaient par rapport à ça, mais tu sais qu'il allait shooter dans tes jambes. La question, c'était quand. Et quand il allait être dans tes jambes, il allait plus clasher. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc ouais, c'est vraiment Par ça. contre, je pense que quelqu'un aurait trouvé, enfin, pour finir sur ce débat, quelqu'un aurait trouvé la solution contre Habib. Ça aurait été beaucoup plus compliqué pour lui de se réadapter, puisqu'il n'avait que son jeu, tu vois, plutôt que Islam qui est beaucoup plus varié. Ou une défaite, ok, j'ai une défaite, bah, je vais faire autre chose au prochain combat. La revanche, je vais l'aborder différemment. Je vais peut-être plus boxer, plus lutter, il a plus de cartes. Ouais. Mais tant que Ouais. le chemin contre Habib n'est pas trouvé, pour moi, il était ultra dominé. Il a plus de cartes au complet, au global. Par contre, si tu isoles point par point, tu vois, il ne va pas se réinventer à chaque combat. C'est-à-dire que sa lutte restera toujours la même, sa boxe restera toujours la même, son sol restera toujours le même, entre guillemets. Oui, c'est juste le curseur où il va le mettre. Est-ce que je vais plus boxer, plus lutter, plus ça? Exactement. Parce que là, on a un blueprint, hein, justement, le combat de Volkanovski. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que le combat de Volkanovski et sa défense de lutte peut être transposé par, par Poirier. Parce que vu que c'est une défense à la cage, le front collé à la cage, tu vois, le fait de donner son dos, parce que c'est ce qu'il faisait, hein. C'est ce qu'il faisait, Volkanovski, ne l'oublions pas, ce qui a fait sa superbe dans le premier combat, Debout c'est à la lutte, ouais. C'est de qu'il donnait- donner son dos. il collait son front à la cage, ce qui faisait que bah, il pouvait pas être amené vers l'avant. Si Poirier il est intelligent, il prend le combat, juste le combat de Volkanovski contre Makhachev, alors, pas que lui, mais en grande partie lui, et il le décortique point par point. Ouais. S'il était encore même plus intelligent, il embauche Craig Jones. Parce Craig que tu Jones, as, besoin quand même de. Hein? J'ai pas Craig, entendu. Craig Jones, il est sur un autre dos en ce moment, on en Ouais, parlera. ouais, on en parlera. Mais tu vois, tu as besoin quand même des détails qu'il donne. Parce que c'est lui qui a mis en place cette stratégie. Et la voir en vidéo, tu n'auras pas toutes les subtilités. Non, tu n'auras pas toutes les subtilités, je suis d'accord. Mais en tout cas, tu sais qu'il y a un blueprint qui se passe par là, tu vois, pour la partie lutte. Et en vrai, Poirier, s'il arrive à stopper la lutte grâce à ce blueprint, admettons, et que ça force, en fait, Makhachev à boxer plus, il a sa carte à jouer. Je dis ça, c'est de la science-fiction, hein. Ouais, Non, non, mais c'est évident. Ah, de la manière d'un Volkanovski qui a réussi à défendre plus ou moins la lutte et qui a forcé du coup l'échange debout et qui commençait à toucher. Plus ouais. le combat va durer debout, plus Poirier aura des chances de gagner. Sauf que, tu vois, à ce jeu-là, pourtant, je sais que Volkanovski, j'aime sa manière de boxer, j'aime son côté dominant et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il a plus de chances Poirier De le de. finir debout. Ah oui, il est beaucoup plus létal, mais c'est sûr. Donc, il y a cet inconnu-là. Il y a cet inconnu-là, pour le coup. Bref. Le sol de Poirier. Ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. J'aime bien le noter à chaque fois, ça. Ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Parce qu'il est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Alors, c'est pas la meilleure des ceintures noires, loin de là. On l'a déjà dit, hein. Tu as des ceintures noires loisirs, tu as des ceintures noires MMA, et puis tu as des ceintures noires compétiteurs JJB. C'est-à-dire qu'ils sont tous ceintures noires, mais par contre, les attentes ne sont pas les mêmes pour chacune de ces ceintures noires. Il est bon au sol, hein. Et s'il combat contre un loisir, il va lui rouler dessus. Pour moi, les ceintures noires, hein. Pour moi, il est ceinture noire. Il n'y a pas de. Tu vois, contrairement à un Pereira où on peut être surpris, pour moi, Poirier, les ceintures noires, quand tu vois son palmarès qui s'est fait soumettre que 2 fois contre Poirier, contre Oliveira et Khabib, il n'y a rien euh, de honteux. 3 fois, je crois, en carrière. Mais bon, les Ah deux ouais, derniers, en tout les cas, deux c'est. derniers, ouais. Puis il a mis des soumissions aussi, hein. Il a mis des soumissions et quand tu vois qu'il a réussi à stopper le jeu de soumission, par exemple, d'un Anthony Pettis qui était réputé pour son jeu de soumission. Donc oui, il a montré en tout cas qu'il était bon. Est-ce que tu es d'accord avec. Ah, j'aime bien, là, j'attaque Julien un peu aujourd'hui. Là, j'ai envie d'attaquer un peu Julien. Quand il dit, c'est volontairement provocateur, mais pour lui, il met Pereira, d'accord, et juste au-dessus, il met Poirier. D'ailleurs, c'est marrant, hein. Pereira veut dire poirier en portugais.
Est-ce que c'est pour ça qu'il a dit ça? Je Ah ne ouais? sais pas. Ouais. Non, je suis pas d'accord. En fait, je comprends ce qu'il dit parce que ça, c'est dans sa stratégie de Poirier qui est stupide, je trouve, hein, de fermer complètement le jeu. Oui. Ça, c'est complètement con. C'est complètement con. Bah, après, il le fait pas contre n'importe qui. Il l'a fait que contre, Ouais. mais contre le jeu contre Oliveira, c'est tout. Je pense qu'on reste un peu sur cette image-là du Poirier qui veut vraiment pas travailler au sol et qui ferme tout. Et là, c'était presque encore pire parce que c'est là qu'il s'est cramé. Mais s'il ouvrait, en même temps, il se faisait passer. Il le savait très bien. C'est compliqué à juger ce combat. Sur l'élite du JJB, du Ouais. MMA, catégorie, qui a le record de soumission de tout l'UFC. Bon, moi aussi, j'aurais bloqué le jeu. Non, je le vois quand même meilleur que Pereira. Ah oui. Bien Oui. meilleur. Ah, Julien, je suis pas d'accord avec toi là cette fois-ci. Je te réponds par podcast interposé. On crée du clash, ok? T'auras qu'à répondre dans Mandal la semaine prochaine. Et puis c'est tout quand on fera le débrief. Euh, donc, il sait être dangereux sur les soumissions, ok? Khabib, la guillotine sur Khabib, sur Dan Hooker, ou encore triangle omoplata sur Hooker aussi. Mais par contre, bah, il sait pas finaliser. Ah, la En fait, finalité, c'est. on sait, il y a des mecs qui sont des soumetteurs nés qui, à peine ils te tiennent, comme les mecs avec le KO, hein, c'est pareil, hein, qui vont te frôler, tu vas tomber. Bah, tu as des mecs qui ont ce chemin, qui ont l'instinct de la soumission, tu sais. Quoi qu'ils Ouais, prennent, un danger. Et puis tu as des mecs qui prennent des trucs propres, mais tu tapes jamais. Et c'est j'en ça. connais plein des mecs comme ça. C'est exactement ça. La construction, elle est propre, mais il n'y a pas la fin. Ouais, ouais, je suis Et d'accord. ça, malheureusement, comme tu dis, hein, quand tu es comme ça, tu es comme ça, hein. Quand t'es Tu comme peux ça. faire ce que tu veux. Voilà. Alors ça se travaille. Ça se travaille. C'est comme le KO power, tu vois. C'est-à-dire que tu ne deviendras jamais un knockout power, tu vois, un knockout puncher, tu vois, où tu vas. Ah, Mais tu vas travailler la chaîne d'accord. améliorer ta puissance de frappe. C'est pareil, tu peux soumettre un peu plus, mais par contre, Alors, soumettre un peu plus, mais là, passer de pas soumettre à soumettre Islam Makhachev, tu vois, il y a quand même un grand gap. c'est vrai. Je voulais sortir une vanne, mais elle n'est même pas sortie, Il tu vois. n'y en a pas. Elle n'est pas sortie. Mais on sera bien, on va bien rigoler si jamais Islam il Ah, prend sa. Non, mais s'il le fait, c'est un des plus gros upsets du MMA. Ça, c'est sûr et certain. Ouh, désolé, on a été coupé par un énième appel à chaque fois. Je sais pas, c'est Le leur mec monde. est trop demandé, le mec. Non, c'est que, tu sais quoi, c'est que des coups de fil indésirables de merde en plus. Ah, Et ça le fout la rage, ça. problématique, c'est que j'ai eu une notification qui est tombée en même temps. Donc, en fait, j'arrivais pas à retirer la notification et j'arrivais pas à décrocher, à raccrocher. C'était très compliqué. Bref, on disait quoi? On disait que s'il lui mettait la guillotine, ça allait J'allais- être. Moi, je te disais que ça allait être l'upset déjà de l'année. Et un des plus gros upsets pour un combat pour le titre, hein. Ce serait énorme. Bah oui. Bah, ça serait de Surtout de cette manière, en plus. l'équivalent du high kick de Léon Edwards sur Ousmane, tu sais, à la dernière seconde. Encore plus, parce que tu t'y Encore attends. plus. Encore plus. Parce que le high kick de Edouard, c'est un striker, tu vois. Donc Ouais. oui, en fait, dans la physionomie du combat, l'upset, il est situé là. Mais là, dans la façon, ce serait dans la manière. Une guillotine sur Makachev alors qu'il n'en a jamais mis Poirier, ça serait énorme. Ah bah c'est pour moi, c'est limite, ça serait la soumission de l'année, l'upset de l'année. Enfin, tu sais, pour les MMA Awards, ça pourrait, ça pourrait. Non, 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 non. Et quand je dis je danserais dans le salon, alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis pas que c'est parce que je voudrais que Si, Marachev. si, dis-le. Ah ouais, d'accord. Non, je rigole. Non, mais parce que justement, ça sera un truc ouf, en fait, Ah, tout ça ça, serait ouf. ça serait ouf. Donc, Alors, alors, oui, l'avant-dernière fois qu'il avait soumis, avant d'étrangler quand même, comment il s'appelle, Chandler, par étranglement arrière, c'était contre Pettis, et encore, c'était pas vraiment une soumission. Pour dire à la fois, tu sais, les soumissions qu'il met sont pas vraiment des soumissions. C'est-à-dire il avait blessé aux côtes, alors ils ont dit que c'était un Bravo choke, mais en fait, il y a plus une blessure ça parle plus à une blessure. Bref, c'était en 2017. Et après, il a étranglé effectivement Chandler, étranglement arrière. Un Chandler qui respirait plus, qui avait du sang plein la gorge, du sang morveux plein la gorge. Alors je ah, dis mais pas c'est qu'il le premier. Il avait jamais été soumis à Chandler. n'avait jamais été soumis. C'est la première fois qu'il se faisait soumettre. C'est vrai que même Oliveira dans son dos n'avait pas soumis. Oui, c'était Oliveira qui était dans son dos. Ah oui, Oliveira, il était dans son dos, ouais. Il l'a pas soumis. parce que j'ai pas revu ce combat, donc j'ai eu un doute. Au sol, il est meilleur en top position.
bien sûr. Il met beaucoup de pression pour son grand end-pound. Il est efficace avec des gros coups de coude. Euh, alors, il est plus que confiant quand même sur ses défenses de soumission. La preuve, c'est que quand il donne son dos, il sait qu'il va sortir. Mais pareil, il a su sortir du triangle de Pettis. Il a su sortir aussi de l'étranglement arrière de Chandler, comme on disait. Il y a que vraiment l'élite de l'élite de l'élite qui arrive à le soumettre. Sinon, il sort. Il sait très bien présenter son épaule, justement, se mettre légèrement de côté pour que l'étranglement arrière ne fonctionne pas. Parce que c'est la meilleure des défenses, c'est de se mettre perpendiculaire à l'adversaire. Et Ouais. ça, il le fait très bien. Il joue beaucoup de la cage, aussi dans ses défenses. Il est bon, hein. Il est bon. Et il a su survivre quand même à 2 ou 3 tentatives d'étranglement de Khabib avant que la dernière ne finisse par passer. C'est Mhm. con de dire, hein, mais c'est quand même important de le dire. C'est que tu as Khabib dans ton dos, verrouillé, qui t'attaque le neck crank avec la main derrière la tête. Tu arrives à lui retirer la main, parce que la défense, c'est pas d'enlever le bras qui est là, c'est de retirer la main. Donc il sait parfaitement défendre. Il arrive à retirer la main pour ensuite arriver à sortir et se décaler juste ce qu'il faut pour que l'étranglement ne passe plus. C'est très abouti son schéma de défense. Ouais. Non, non, c'est exactement quoi faire. Même si sur certains choix, des fois, je trouve qu'il fait des mauvais choix. Alors, la défense de l'étranglement, il la maîtrise parfaitement parce que c'est la position dans laquelle il se retrouve le plus. Mais sur, tu vois, par exemple, il y a une phase avec Oliveira, quand Oliveira attaque l'omoplata, Oui, où il roule. où il roule alors qu'il n'a pas du tout besoin de rouler dans cette situation. Il est en bout de poignet, il a juste à justement à tirer son bras, enfin, même patienter, tu vois. Il y a rien à ce niveau-là. Il décide de rouler. En fait, des fois, il fait des trucs, je comprends pas. Parce que la défense scolaire, c'est de rouler, tu vois. T'es pris en omoplata, tu roules. Oh, mais il était même pas prêt en omoplata, là, quasiment. Il y avait que le bout de gant qui était entre les jambes d'Oliveira. Moi, ce qui me gêne plus, c'est pas le fait qu'il roule. C'est le fait que derrière, en fait, il roule nonchalant, tu vois. C'est-à-dire qu'il soit pas dans un truc où il va rouler pour revenir, tu vois, se remettre debout. Ouais. C'est qu'il a vraiment roulé nonchalamment. Moi, c'est plus ça qui m'a gêné. Tu roules, il y avait de la distance. Il avait l'espace pour rouler et se remettre debout, tu vois. Ah, mais c'était pas le bon choix à faire. Et c'était pas le bon choix à faire. Dans cette là, c'est pas le bon choix à faire, effectivement. Par contre, quand tu veux lui prendre le dos en turtle, tu vois qu'il est en turtle ou qu'il est sur ses mains, sur ses pieds, que tu vas lui prendre le dos, il sait parfaitement aussi comment se placer, gonfler le dos pour te faire chuter. Euh, on l'a vu contre Chandler, on l'a vu contre Pettis, On l'a vu contre Benoît Saint-Denis. on l'a vu contre Benoît Saint-Denis. Je sais plus aussi, bah, je crois que c'est aussi qui c'est qui tombe devant lui là. C'est pas Oliveira d'ailleurs qui attaque le dos une première fois et qui tombe devant lui, ou c'est C'est Pettis. Mais en tout cas, voilà, tu sais, tu viens. Non, c'est peut-être Pétis. Non, c'est. Enfin, il y a c'est Benoît pas Saint. Benoît Saint-Denis? Benoît Saint-Denis, il tombe devant lui un moment. Ouais, où tu vois, il sait exactement quoi faire. Juste te faire glisser et te faire Ouais, chuter. je C'est suis très d'accord. de venir lui attaquer le dos quand même. Mais tu vois, Makachev, il fera pas cette erreur de sauter dans le dos s'il est sur ses mains. Ça, j'en suis sûr. Et c'est ce qu'on avait dit aussi de Benoît Saint-Denis. Qui Ah, fera. mais Benoît Saint-Denis, il a fait cette erreur, justement. Il s'est précipité. Mais ouais. Mais ouais, mais parce que Makachev, il va pas se précipiter, ça, c'est sûr et certain. c'est tentant. Non, bah Benoît, enfin, il va pas chercher à lui prendre le dos dans cette situation. De toute façon, il va chercher à l'amener au sol. Il va attaquer le dos uniquement s'il est en turtle, à la manière d'un Khabib qui lui avait pris le dos de cette manière. C'est en le mettant bien en turtle, en prenant le dos et justement, pas en restant sur son dos, pour pas qu'il se remette sur ses pieds, mais en le tirant vers l'arrière pour prendre un dos classique, tu vois, où il serait sur le flanc. Avec le triangle aussi au corps. Ouais. Donc non, je pense pas que ça va être déterminant cette défense-là du dos. Parce qu'il se retrouvera pas dans cette situation avec Makhachev. Et tu sais, Marachev dit qu'il veut lui prendre le dos et l'étrangler. Moi, je serais lui, je le ferais pas. Justement, arrêtons de. Tu sais, c'est comme tous ceux qui. Je vais refaire un parallèle avec Doumbé. Ouais, je vais l'amener au sol et puis je vais le terminer au sol. Et puis, force est de constater que bah, quand tu essayes, bah, tu n'y arrives pas et puis tu te fais casser la gueule debout. Euh, t- Tu vois, ou tu sais, parce qu'ils veulent attaquer, en fait, ils se disent, ouais, je vais faire un double claqué, il va tomber, tu vois. Travaille différemment. Et là, c'est pareil, tu vois, tout le monde dit, ouais, non, mais attends, Poirier, je vais lui prendre le dos. Et puis derrière, je vais l'étrangler. Ouais, mais non, en fait, c'est finalement. Moi, je vois pas forcément un étranglement du dos, hein. Et moi non plus, mais il faut pas. Mais c'est parce que lui, il le dit. Ça peut Lui, être un juji, ça peut être. déclaration, tu vois, il dit oui, je veux lui prendre le dos. Il va me prendre la guillotine. Il dit ça. Il va me prendre la guillotine, Ouais. sortir. Je vais lui prendre le dos. Je vais l'étrangler. C'est son schéma dans la tête. Après, c'est une déclaration. Ça ne veut pas dire qu'il le fera. Mais si c'est ça, son schéma,
Bah écoute, pour moi, c'est pas le meilleur schéma. Pour moi, tu l'emmènes au sol, tu prends le bras-tête, tu le termines. Tu prends ce que tu as à prendre, en fait. C'est même Non, pas mais tu prends le bras-tête. tu C'est prends fais les. ton jeu, tartine-le. Justement, c'est plus son jeu. Tu vois, d'aller chercher un bras-tête, on l'a vu sur ses derniers combats. C'est plus son jeu d'aller prendre son bras-tête, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais qui fait très intelligemment, Makhachev. Ouais. Que il attaque le bras opposé, tu vois. Il prend le contrôle, en fait, où il se met bien en diagonale sur l'adversaire, il vient isoler le bras opposé en restant dans la demi-garde, et après, une fois qu'il a commencé à prendre le bras-tête, c'est là où il passe la demi-garde. Mais vraiment, il le fait limite à contresens, entre guillemets, mais il le fait vraiment très bien. Tu vois, c'est celui qu'il a fait justement contre Oliveira. Contre l'hiver, ouais. Donc, moi, je serais toi, mais c'est tout, c'est ça, c'est là où tu es le meilleur. Bah, vas-y, frérot, fais ça. Pourquoi tu nous parles de prendre le dos, tu vois? Tout ça pour. En fait, il veut trop copier le chemin de carrière de Khabib, encore une Bah, fois, parce tu vois. qu'il y a le blueprint, comme tu l'as dit. Oui, oui, il y a le blueprint. Mais le blueprint qui a été mis en place que par deux personnes. Ouais, mais s'il y en a bien un qui est capable, là, sur le coup, de refaire ce blueprint, c'est Makhachev. Il est Quand, capable. quand on voit qu'un Benoît Saint-Denis, quand même, il n'est pas passé loin. Parce qu'il n'est pas passé loin, hein. Tu lui mets plus d'énergie, franchement. En fait, voilà, sur le premier round, tu le soumets pas. Je suis d'accord. Tu le soumets pas sur le premier round. Et Khabib ne l'a même pas fait. Mais répéter cet effort deux, trois fois, je pense que là, pour le coup, tu peux l'étrangler dans le dos. Même s'il défend bien. Ouais, ouais, je sais pas. Parce que c'est pas sa spécialité. Il le fait, mais c'est pas sa spécialité. En fait, mais ça sera très intéressant hein, de voir que un mec dont c'est pas la spécialité d'étrangler dans le dos, mais qui est capable de le faire, contre un mec qui est spécialiste en fait, de défendre cette soumission-là, tu vois. Parce que c'est un spécialiste de la défense du dos et de l'étranglement arrière. Donc c'est intéressant de voir qui va imposer sa force, entre guillemets. Ouais. Lui, par contre, s'il prend le dos. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, je dis une bêtise. Je disais qu'il fallait lui prendre le dos de façon académique. Non, oui, s'il prend le dos, lui, ça lui arrive aussi, mais là, ça n'arrivera pas dans ce combat-là. Hein. Il est très fort parce qu'il met tout de suite le triangle de corps. Donc voilà. Et s'il est en dessous, il bloque. Voilà. Donc, en fait, si c'est un bon grappleur en face, il va bloquer. Ça, c'est sûr. Ah là, contre Makhachev, il va bloquer, hein. Si c'est à l'ouvert, il va bloquer. Voilà, s'il est à la cage, il essaie de se relever, mais s'il y a de l'espace, il va se contenter de bloquer. Là où ça sera beaucoup plus difficile, je pense, de bloquer un Makhachev qu'un Oliveira. Oui, oui. Je pense que dans le rapport de force en top position, il met bien plus de pression Makhachev et c'est beaucoup plus compliqué de le bloquer. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis surtout, il va essayer de sortir. Il va mettre du rythme pour sortir. Tu vois. Lui, oui, il va sortir. C'est sûr qu'il va sortir. Oliveira, lui, comme il est grand, tu vois, il a tendance à rester dans la garde et puis à se dire, ouais, je vais frapper, je vais mettre des coups de coude, des trucs comme Mais bah, c'est ce qu'il faisait. Ouais, Makhachev, il va sortir. ça. Ouais. Il va chercher à faire évoluer sa position. Ce combat, Makhachev, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. Ok. Les à côté, mesdames, messieurs. Euh, le plus gros à côté que je vois, c'est le côté justement pré-retraite, un petit peu annoncé de Poirier. Donc, est-ce qu'il va arriver sous pression parce qu'il se dit c'est ma dernière chance ou est-ce qu'il va être détendu? Mais s'il est détendu, est-ce qu'il va être assez déterminé, ultra déterminé comme il l'a été contre BSD? Parce que là, tu sentais qu'il était détendu mais confiant. Enfin, détendu à la fin. À la fin, quand il rentrait dans la cage, il était détendu parce qu'avant, tu sentais quand même qu'il y Ah, avait. puis il y avait quand même de l'attention. Il jouait beaucoup sur ce combat. Ouais, ouais, ouais. Donc, moi, je pense qu'il sera concentré. Il a de l'expérience. C'est quelqu'un s'il en est arrivé là, c'est qu'il a un mental de feu. D'ailleurs, quand tu regardes les documentaires sur lui, tu vois qu'il est habité par quelque chose. Donc j'ai du mal à le voir pas dedans, tu vois. Il sera dedans. Et puis en plus, là, je pense que sa plus grosse force, c'est la continuité de camp, là. C'est le fait d'enchaîner. C'est top pour lui, hein. Parce qu'en fait, il a eu deux camps quasi similaires. Alors, c'est pas le même profil, mais l'objectif de Benoît Saint-Denis était le même que celui de Makhachev, je pense. Rentrer en lutte, prise de dos, etc. Donc finalement, c'est ce qu'il a fait dans son premier camp et il a enchaîné sur deux camps complets à défendre ce style-là. Donc il est dans la meilleure, dans le, dans le meilleur cas possible pour lui, pour ce combat. Ouais, ouais, je suis d'accord.
Je suis d'accord. Et je le vois, tu sais, je vais prendre un exemple, comparaison n'est pas raison, mais tu vois, Elder Fernandez, qui a combattu pour la ceinture d'Hexagone là, ce week-end, euh, lui aussi, il a enchaîné 2 camps, tu vois, d'affilée pour combattre. Il a combattu très rapproché. Bah, t'as vu le combat de malade qu'il a fait, les 5 rounds à fond? Et c'est Parce que surtout c'était vraiment 5 rounds à fond. de combat de malade, de son combat, juste ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai ressenti avec lui. Tu vois, premier camp, je l'ai senti, tu vois, je le soumettais, je sais pas, deux, trois fois par combat. Il était puissant. Tu sentais que la prépa physique, elle était en train d'avancer, tu vois, et qu'il avait de la force, parce que ça reste un léger par rapport à moi, hein. Il fait 61 kilos, mais voilà. Deuxième fois, là, quand on s'est croisés, enfin, quand il est venu à l'open mat, justement, pour qu'on tourne ensemble, euh, il était ultra préparé, une force énorme, un cardio énorme. Il était explosif, il laissait rien. Enfin, franchement, c'était impressionnant dans ses contrôles. Il développait une puissance de malade. Et tu vois que le fait d'avoir enchaîné les 2 prépas physiques comme ça d'affilée, ça a été très, très bénéfique. Bénéfique. Ouais. Et je pense que ça va être la même chose pour lui, effectivement, parce que le schéma est le même dans les deux. C'est-à-dire Hein. boxeur, lutteur, en plus un Benoît Saint-Denis qui lutte comme les Daguestanais, tu vois. En plus, il est entouré de la même équipe. Ouais, Donc, il est bien entouré. Non, je pense que c'est le meilleur camp possible pour lui. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, à voir ce que ça va donner le jour J. Pour l'histoire, ça serait beau. Pour l'histoire, ça serait beau. Pour la KT, bon, après, ça dépend s'il continue ou pas, tu vois. Ça dépend des objectifs. Ah, pour la KT, ça sera relou. Pour la KT, je pense que ça serait relou. Pour l'histoire, en fait, juste pour le fait que ça soit le roi sans couronne, tu vois, qui a eu le titre intérimaire, mais que derrière, tu vois, il a jamais su aller jusqu'au titre, qu'en fait, il a toujours eu un profil gênant, qui est le cas encore aujourd'hui, pour lui fermer cette porte au titre. Euh, S'il pouvait clôturer, tu sais, les gants au milieu de la cage, je prends ma retraite, tu vois, je suis champion. Il prendra pas sa retraite s'il gagne. Hein? Il prend Il pas sa retraite s'il gagne. gagne, je sais pas. Ah non. Je pense pas non plus, Moi, on mais en a déjà parlé. Attends, c'est le moment où tu fais le plus d'oseille. C'est pas le moment où tu vas te retirer. après, lui, il fait de l'oseille, quoi qu'il arrive. Ah, mais là, encore plus. Ouais, je sais pas. Je sais pas s'il ferait beaucoup plus. Mais il en ferait quand même, oui. Mais bon. Alors, tu fais quoi? Tu fais revanche contre lui, contre Makhachev? S'il Après, gagne? Oui, ouais. je pense que tu fais revanche. Moi, j'en suis sûr que tu fais revanche. Voilà. Dans le meilleur des mondes. Dans le meilleur des mondes. Et attention, ça n'a rien à voir avec le fait de Makhachev, pas Makhachev. C'est juste que Arrête de te justifier, on s'en fout. ah, on s'en fout. C'est pour l'histoire. C'est pour l'histoire. C'est juste ça, c'est pour lui, pour sa carrière. C'est ce qui lui manque, en fait, tout simplement. Tu vois, ça a été un immense champion, c'est ce qui lui manque. Mais bon, dans le meilleur des mondes, il gagne là. Par guillotine. Non, il gagne ce combat, tu vois. Et il rejoue sa ceinture contre Makhachev, qui la reprend. Et puis après, on reprend une vie normale. Et lui prend sa retraite. Ouais, parce que c'est niquerait la KT quand même. Franchement, Poirier champion, bah, en fait, il y aurait que des rematchs. Et Ouais. des rematchs pas forcément intéressants. Ou alors, tu l'autorises à monter, tout de suite. Oh, non. Bah, alors, pour le coup, tu sais, tu vois ce qu'on dit à chaque fois pour le fait de monter quand tu viens d'être champion et tout ça. Mais lui, il a déjà rincé toute la KT. Pour de Il vrai. a rincé ou il s'est fait rincer. Il s'est fait rincer. Mais bon, il s'est fait rincer par qui? Il s'est fait rincer par Khabib qui est plus là. Il n'y a que Oliveira. Ouais, non, mais il y aurait quand même d'autres mecs à défendre. Hein. Saroukian, etc. Il y a des mecs quand même qui poussent derrière. Non, non, mais on est d'accord. Il y a des mecs qui poussent derrière. Mais Ah tu non, vois, moi, je veux pas du tout le voir contre la KT du dessus. Ça m'intéresse pas du tout. alors ça m'intéresse pas. C'est pas le débat. C'est pas le côté ça nous intéresse ou pas. Mais je veux dire, tu lui fais un dernier gros fight. Tu vois, en fait, moi, je pars du principe que derrière, après, il raccroche. Tu lui fais un dernier challenge. Plutôt que de rentrer, comme tu dis, c'est pas intéressant pour la KT qu'il soit champion. Parce qu'il a déjà affronté pas mal de monde, qui essaie beaucoup de rematch et tout ça. Alors, effectivement, il y a Gamrot, effectivement, il Non, y mais a, Gamrot, c'est son partenaire d'entraînement, ils vont pas s'affronter de toute façon. il y a Tsarukyan, effectivement, il y en a d'autres qui vont monter difficile. Alors, il n'y a pas de souci. Ça, j'entends. Mais si tu pars du principe qu'il est vraiment à la fin de sa carrière, là, tu vois, bah, si tu veux lui faire le plus gros fight possible, tu le fais monter.
C'est là où il va faire le plus d'argent. Ouais, mais non, ça serait dégueulasse pour tout le monde. Et c'est pas du tout mérité. Déjà, pour moi, le title shot, il est pas mérité, là. Déjà, d'office. C'est un cadeau, c'est une récompense de l'UFC. Et un concours de circonstances. Ah, c'est plus un cadeau. Parce que le concours de circonstances qui arrange tout le monde. Enfin, qui arrange l'UFC. Ouais, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il a gagné contre Benoît Saint-Denis. D'ailleurs, tu as vu la sortie comme quoi Benoît Saint-Denis, c'était signé pour le titre, hein, s'il jamais gagné contre BSD, hein. Contre Poirier. Donc, en fait, finalement, si c'était signé pour lui, c'était peut-être signé pour l'autre aussi, tu vois. C'était peut-être celle-là, la vraie demi-finale. Mais c'était celle-là, la vraie demi-finale. Je pense que c'était comme ça, hein. Je pense qu'ils l'ont vendu comme ça. Ouais. Je pense qu'aussi, c'est ça qui l'a poussé à accepter ce combat. Donc, tu as Tsaroukian qui a refusé, là, de combattre rapidement, à raison. À raison. Donc, lui, déjà, le contender principal, voilà. Tu as Geiji qui a perdu contre Holloway. Donc, tu ne peux pas faire un title shot sur une défaite. Après, il reste qui? Gamrot, certes. Ok, mais lui, on a compris que de toute façon, voilà. Ah, tu vois, rien que ça. Il y a un Gamrot. Non, mais d'accord, mais on a compris que l'UFC ne pariait pas sur lui pour l'instant. Et peut-être jamais. Maintenant, il reste qui? À part Poirier, là. Là, aujourd'hui, quand je parle de concours de circonstances, il reste qui d'autre à part lui? Ah, personne. Ah, voilà. Donc, c'est un cadeau et c'est un concours de circonstances. C'est parce qu'aujourd'hui, là, à l'instant T, t'as pas d'autres personnes qui peut ouais, rivaliser, quoi. Enfin, qui peut prétendre au titre. Donc, la plus grosse star, c'est lui. Et qui reste sur une victoire. Et une victoire par KO en plus. Ouais. Contre la nouvelle génération. Non, je pense qu'il y a une logique. Sortie de Gamrot, si tu enlèves Gamrot de l'équation, il y a une logique. Ouais. Oui, de toute façon, c'est le mec le mieux classé qui pouvait l'affronter. Donc voilà. Ouais. Après, est-ce qu'il le mérite? Oui, peut-être pas. Peut-être pas. Il le mérite si, pour sa Pour carrière. l'ensemble de sa carrière. Voilà, je te dis, c'est une récompense. C'est le dernier cadeau de l'UFC. Ouais, ouais. Donc bon, en tout cas, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres à côté? Est-ce qu'il y a d'autres à côté, particulièrement? J'en vois pas. Si, il y en a un. Il y en a un. Makhachev combat aux États-Unis. Donc, la récup physique est moins possible que quand il combat à Abu Dhabi. Pas de perf, tu vois. Euh, Ouais. sur la gestion du poids, tu vois, le fait Il n'y a qu'il pas de soit. perf à Abu Dhabi. Ah, j'ai entendu dire qu'il y avait des perfs à Abu Dhabi. Qui a dit ça? Ben, ils l'ont dit sur le podcast Mandat de la dernière fois. Là, Ouais. cette semaine. Non, mais soi-disant qu'il y a des. Enfin, en tout cas, on le sait très bien que la récupération à Abu Dhabi, elle est plus favorable Non, mais à déjà, tu as un jour de plus, je crois, à Abu Dhabi. plus, mais soi-disant que la perf, tu vois, ça passe plus. J'ai entendu, c'est ce qu'ils ont dit là. Je mets la caution Ouais. copyright, je leur laisse, tu vois. Mais en tout cas, les conditions de récupération pour lui Moi, je pars du principe que c'est interdit partout. Tant que je le vois pas et qu'il n'y a pas d'accusation vraiment définie que quelqu'un l'a vu, on peut pas dire qu'il fait des perfs. Sinon, dans ce cas-là, c'est valable pour tout le monde. sinon, c'est valable pour tout le monde. Parce que si c'est permis pour, s'ils peuvent faire des perfs, les personnes ne va s'en priver. Non, non, mais on est d'accord. On est d'accord. Mais en tout cas, il y a déjà le rebond qui est plus important quand tu es à Abu Dhabi, ça c'est sûr. Les conditions sont optimales pour lui qui cut énormément. Donc, ça peut jouer aussi en termes de puissance. Tu vois, pas forcément de gestion du combat, d'énergie, de tout ça, mais en termes de puissance, ça peut jouer. Ouais, ouais. Maintenant, il a déjà combattu aux États-Unis. Bien sûr. Donc, même si c'est vrai que physiquement, il y a quand même une petite différence. En tout cas, sur le visuel, il est plus énorme à Abu Dhabi. Ça n'a pas eu vraiment d'impact dans la cage. Non, ça n'a pas d'impact dans la cage, mais avec un Poirier qui est quand même fait partie des gros de la catégorie, tu vois, le rapport de force, tu vois, il aurait été beaucoup plus à son avantage si ça avait été à. Ah, là, c'est plus équilibré. C'est plus intéressant même. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, c'est le seul autre à côté que je vois pour ce combat-là. Ouais, ouais, ouais. Et puis j'ai vu leur camp, là, ils s'entraînent dur, hein. Ils s'entraînent dur quand même, la team Khabib. Ah bah, de toute façon, il le prend T'as pas à la légère, hein. t'as vu leur camp, en plus, il y a Belal qui combat aussi. Ouais. Donc en fait, ils sont tous en camp quasiment. Donc ils font leur camp ensemble.
Non, je pense que ils seront plus que prêts. Ils sont toujours prêts. Mais t'as vu la vidéo qui a tourné où tu vois leur tête dépitée? T'as pas vu des photos sur Twitter? Tu vois Bellal, il est assis comme une femme qui s'est fait violer, tu vois, en tailleur, en boule comme ça, là, avec un regard vide. T'as Islam qui regarde dans le vide avec un regard, hein, tu sais, avec sa tête où il sait plus où il habite. Et t'as, comment il s'appelle? Je crois que c'est Oumar ou Ousmane, qui est en boule, pareil, dans un coin. Et tu vois Habib qui marche. Le mec les a traumatisés. Je sais pas ce qu'il aura fait comme séance, mais ils étaient cuits. J'ai entendu il n'y a pas longtemps, où j'ai lu une histoire où tu avais Islam qui se plaignait des entraînements trop durs de Khabib, justement, qui demandait à Javier Mendes, qui lui disait, mais comment tu peux le laisser faire ça et tout ça. Il disait, eh, écoute, quand il est là, c'est le patron. Tu vois. Que justement, il mettait en avant le côté ultra dur de Khabib dans les entraînements, mais vraiment dur à l'excès, quoi. Mhm. Dur. Donc, euh, donc ouais, non, j'ai pas de mal à le croire. Quand tu me dis ça, j'ai pas de mal à le croire. Ah, ils sont égarés. Ouais. Ouais. Donc, discipline, hein, il a sorti la phrase il n'y a pas longtemps, tu sais, quand la motivation, quand il y a une perte de motivation, il faut remplacer tout ça par de la discipline, tu vois. Donc C'est lui, vrai. et lui, on sait que la discipline, c'est son leitmotiv quand tu vois qu'il faisait, peu importe qui t'étais à l'UFC, tu t'arrives en retard, tu bouffes des pompes, des sprawls, des burpees, tout ce que tu veux. Ouais, non, il est dur, il est dur. Après, c'est ce qui t'amène au plus haut niveau, hein, Mhm. ce qui t'amène au plus haut niveau. Donc, et ça, là, tu sais qu'ils sont là et qu'ils prennent personne à la légère. Ouais. Ça, par contre, c'est une grosse force chez eux, c'est que peu importe qui ils affrontent, ils prennent personne à la légère. C'est vraiment la mentalité qu'il faut, de toute Ouais, façon. exactement. Pronostic, mon cher Rolly. Alors, on est pareil sur le pourcentage, hein. On est pareil, ouais. On a parlé juste avant. Je fais jamais de pourcentage, mais là, c'était vraiment comme quand même, on voit un net avantage pour Makhachev, hein. Ouais, On a sorti le même chiffre en même temps, sans se consulter. 80-20. voilà. Ouais, 80-20. Ou 20-80. Vous le prenez dans le sens que vous voulez. Il y a trop Alors, de possibilités de victoire. précise. Vas-y, 80-20. Qu'est-ce que tu vois? 80%, Marachev. Tu vois? Ouais. Écoute, moi, je vois une soumission, hein. Ouais, quel round, à peu près? Troisième. Ouais. Ouais, je le vois pas avant, comme on l'a dit. Je vois Poirier défendre au début, faire ce qu'il faut, mais ça va finir par craquer. Quand t'es harcelé sans cesse, ça finit par craquer. Et surtout Poirier, on le voit de toute façon, hein. Ça veut dire qu'il va défendre très bien au début, et puis ça va finir par craquer. Donc je vois. Ah, je vais pas prendre de risque. Je vois quand même l'étranglement arrière. Ouais. Et les 20%, tu vois pour aller plus loin? Et les 20%, je vois Poirier. De toute façon, Poirier va perdre à la décision. Si ça va à la décision, je vois aucune chance où Poirier gagne les 5 rounds. Tu vois. Ou gagne 3 rounds, j'y crois pas du tout. Poirier, s'il gagne, c'est qu'il le met KO. Ok, C'est quand? qu'il le met KO. C'est qu'il le met KO pour moi dans les 2 premiers rounds. Ok, d'accord. Bah écoute, moi je vois aussi 80-20, tu l'as dit. Makhachev, alors moi je vois, allez, entre la fin de round 2 et le round 3 aussi pareil. Moi je vois le bras tête. Je vois le bras tête. C'est sa soumission, je sais pas. Je, ouais, je le vois s'installer, prendre le bras tête. Il est capable de le faire. Maintenant, parce que bon, je connais la qualité de la défense de l'étranglement arrière pour justement Poirier. Par contre, c'est vrai qu'il est rarement attaqué en bras tête. Et je pense que si, tu vois, au moins le tester, quoi. Après, il est capable de l'étrangler aussi en étranglement arrière, hein. Il y a pas de débat là-dessus. Mais En bon, fait, partant du fait que je le vois pas forcément l'amener en milieu de cage et que je vois plus le système à la cage, tout le système à la cage, j'ai du mal à le voir mettre le bras tête. S'il se retrouve à l'amener et qu'il y a de l'espace pour faire un jeu plus classique, le bras-tête, oui. Si Poirier se retrouve sur le dos, le bras-tête est une possibilité. Maintenant, si on est dans le schéma habituel où il se relève, il se remet à quatre pattes et tout, c'est là que je vois l'étranglement. ouais, mais tu peux aussi. Je vois bien le schéma où on est à la cage, il arrive à créer juste le décalage pour crocheter sa jambe. Donc, il arrive en position dans la demi-garde, par exemple, et de la demi-garde, il va attaquer son bras-tête. Je le vois bien aussi, hein. Ouais. C'est
c'est une bonne possibilité parce que justement, si tu sais qu'il défend très bien quand tu le ceintures dans le dos et que tu l'emmènes vers l'avant, tu le fais, tu le crochettes et tu le mets sur le dos. Tu le mets sur le dos, boum, une fois qu'il est sur le dos, après c'est parti. Je vois bien aussi ce schéma-là. On verra, hein, mais c'est un peu plus, ça colle plus avec le jeu de Makhachev, tu vois. Mhm. Donc, je pense qu'il est capable de le faire. Ouais. On verra. Et les 20% de Poirier? Et les 20% de Poirier, non, c'est 20% de Makhachev aussi. C'est le mec qui va à 80-20. Tu sais, mais finir autrement, tu sais. Bah, KO aussi, hein, tout comme toi, je ne vois pas aller jusqu'au bout, jusqu'au bout. Par contre, moi, je vois deux fenêtres différentes possibles. Je le fais jamais, ça, mais je vois deux fenêtres différentes. La première, c'est très tôt dans le combat, round 1, tu sais, où on a un Islam qui n'est pas encore dans son combat et qui échange, tu sais, dans la période où il ne se dit pas encore, ouais, c'est peut-être un peu chaud en boxe. Tu vois, il veut boxer avec lui, mais il n'est pas encore dans le truc où en se disant, ah, c'est peut-être un peu chaud pour lui et je vais peut-être aller plus le titiller au sol. Mhm. Où il Ouais, se à fait. froid, quoi, quand t'es pris à froid. C'est vrai que quand t'as pas encore fait ton premier takedown, t'es pas Ouais, encore rentré une première fois, t'es pas encore dans le rythme de la lutte, tu vois. c'est ça. Et donc, je me dis, voilà, si jamais il veut, par orgueil quand même, essayer de le boxer, tu vois, la gauche dans le bon timing, il commence à vaciller un peu Mm. et derrière, il sait finir. Il sait finir. Quoi qu'il arrive, il sait finir. Tu vois. Après, il shooterait probablement et il shooterait mieux que Poirier ne défendrait, certes. Mais bon, on ne sait jamais. Ça, c'est une première des solutions. La deuxième, ça serait beaucoup plus tardivement dans le combat, par contre. Tu vois. Si jamais il a réussi à mettre un schéma de défense assez bon en place, on ne sait pas. Ça reste du MMA. Je verrais vers le 3-4, tu vois, un moment où un Poirier aurait réussi à conserver de l'énergie parce qu'on sait qu'il est capable d'être dangereux de la première au dernier rang, de la première reprise à la dernière reprise. Avec un Makhachev qui peut-être s'épuiserait à y aller, à rentrer, à mettre de la pression, même s'il est habitué à tenir ce rythme, hein. Mais tu sais, un peu, tu sais, le schéma, moi je pense toujours au blueprint de Volkanovski. Si vraiment il arrive à bien choper le blueprint du combat contre Volkanovski, tu sais, je me dis que comme un Volkanovski l'a fait, sur les derniers rounds, tu vois, il peut peut-être trouver une opportunité. Il peut peut-être trouver une opportunité. J'ai du mal à le voir, hein, on va pas se mentir. On est vraiment sur de la pouillette du machin. Mais pour moi, soit ça se fait très tôt, soit ça se fait plus tardivement. Tu vois. Et ça, on le saura que avec le début de la stratégie de l'un et de l'autre, comment chacun va imposer son style à l'autre, tu vois, entre guillemets. Maintenant, on va pas se mentir. Le combat, normalement, il est couru d'avance. Normalement, il Ouais. est couru d'avance. Et on le dit Ouais. depuis le début, et on s'était dit, ouais, avec l'analyse, on verra si Si, ça change. si, si on change d'avis, mais non, ça a fait que confirmer ce que je pensais. Depuis le début, on disait que de toute façon, s'il faisait des choix intelligents, il prendrait Poirier et Gaethje parce que c'est deux profils qui sont très favorables pour lui. Et bah voilà, là, on a déjà Poirier. Et après, il manquera Gaethje. Même si je pense que Poirier a plus de cartes à jouer toujours que Gaethje. Après, j'ai Ah, pas je fait. sais pas, hein. Mais Je sais pas, hein. La défense de lutte de Gaethje, il est là quand même. ah ouais, mais par contre, au sol, la Ah, défense. bah, par contre, si ça tombe, c'est terminé. Tu vois, là, Là où un Poirier, si ça tombe, il va survivre et il va pouvoir voir le round d'après. voilà. Justin Gaethje qui tombe, c'est terminé. Il tombe une fois premier round, c'est fini. C'est fini. Contre Khabib, c'est le gong, hein. Ouais. C'est le Ah gong, non, c'est sûr. sa défense. En fait, c'est là où Gaethje en dessous de Pereira pour le classement de Julien. on a Poirier, Pereira et, Gaethje. et Gaethje. Tortue ultime, c'est tortue génial, le mec. Quand il est sur le dos, il peut plus se relever. Bref, bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour, hein. Ouais. Donc, il ne reste plus qu'à nous donner votre pronostic à vous. Votre analyse aussi, si jamais vous le voulez. Je sais qu'il y a des très fins analystes dans nos C'est vrai. auditeurs. Des fois, Donc, je lis les commentaires, je me dis, putain, j'avais pas pensé à ça. ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est pour ça, même si là, on a quand même été vachement complet, je pense. Ouais. Voilà. Je pense qu'on a été très complet. Mais il y a toujours, tu sais, des fois, des petits éléments, tu vois. Des angles de pensée qu'on pense pas forcément. Et des angles morts. Des angles morts. Des angles morts. Il faut le dire. Il faut le dire.
Donc on a fait le tour. On se retrouve en fin de semaine pour l'épisode d'actu. Donc on reviendra un peu plus sur justement BSD et Voirin, la fin de leur partenariat. On va en parler comme ça, hein. On a plein de choses à dire en fait, hein, sur cet événement. On a parlé de Craig Jones aussi tout à l'heure. On va parler de Craig Jones. On spoile pas, mais on va en parler dans l'épisode d'actu. Donc voilà, quelques petits sujets. Il y aura du MMA, il y aura du JJB, il y aura un peu de tout. Donc on se donne rendez-vous vendredi à 18h pour le prochain épisode. En attendant, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater. On est présent partout, Spotify, les 5 étoiles, justement, sur les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, tous ces trucs-là. Donc n'hésitez pas à nous suivre, quelle que soit la plateforme. En attendant, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!